Donc, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire sur les sages, donc enjeux et leviers pour la protection des milieux humides et aquatiques. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vous invite à bien couper vos micros pour ceux qui les auraient activés. Il y aura un temps d'échange qui sera prévu donc à la fin des interventions. Donc, on pourra poser les questions à ce moment-là. Je vous invite à les retenir ou à les poser dans le chat en attendant. Et pour Alors, information, personnellement, je serai obligé de vous quitter avant parce que j'ai une réunion concomitante. d'accord, Il faudra merci, m'excuser, mais vers moins le quart, je vous quitterai. pas de Je coupe souci. le micro, là. Ok. Et donc, pour information, le webinaire est enregistré. Donc, il sera disponible en replay. Donc, on vous fera parvenir ce replay par mail avec les supports de présentation aussi. Voilà. Donc, tout d'abord, deux petits mots sur le programme Sentinelle de l'eau, grâce auquel ce webinaire est possible. Donc, c'est un programme qu'on coordonne à deux fédérations, FNE Occitanie-Pyrénées et FNE Nouvelle-Aquitaine. Moi, je suis Maïlis Moreau, coordinatrice eau et biodiversité au sein de FNE Occitanie-Pyrénées. Et donc, on coordonne avec FNE Nouvelle-Aquitaine, avec Jules. Donc, je te laisse te présenter, Jules, si tu veux. Oui, Jules Bossuet, FNE Nouvelle-Aquitaine, je suis coordinateur Sentinelle de la Nature sur la région. Et on a ce programme commun, donc Sentinelle de l'eau, depuis 2022, je crois, avec FNE Occitanie-Pyrénées. Donc parfois, vous recevez des infos de Maëlys. C'est Maëlys qui vous écrit quand c'est sentinelle de l'eau @FNE Occitanie-Pyrénées. Et parfois, vous recevez des infos de moi ou de Anna pour la Nouvelle-Aquitaine. Mais vu qu'on a ce bassin en commun, voilà, on s'est partagé les tâches pour pouvoir proposer aux bénévoles du réseau FNE plus d'actions de formation et des choses encore plus pertinentes. Voilà ce programme. Et Anna, du coup? Oui, merci. Moi, je suis Anna-Léna Adam, et chargée de mission Sentinelle à FN Limousin. Et donc, je co-anime avec Jules sur la région et pas uniquement sur le Limousin. Voilà. Merci. Donc, vous avez les contacts juste en fin de diaporama. Donc, on coordonne ce programme sur l'ensemble du bassin versant Adour-Garonne. C'est un programme qui est soutenu par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et donc à travers lequel on peut vous proposer différents ateliers, formations, webinaires sur tous les sujets et enjeux eau, biodiversité, milieu aquatique. Et on diffuse également une lettre réseau qui est trimestrielle et qui reprend les actualités du bassin et des associations aussi du bassin. Donc, vous aurez le lien pour vous y abonner aussi en fin de diaporama. Et donc sur ce webinaire, on va dédier ce soir aux sages, qui sont les outils de gestion locale de l'eau. Donc pour vous parler un petit peu du programme, on aura quatre interventions. La première intervention, ce sera sur la portée générale et les limites des documents réglementaires du SAGE. Donc elle sera assurée par Cécile Argentin, notre présidente, qui est membre de Clé de Sage et aussi de PTGE sur le bassin. Et on aura ensuite quatre interventions donc d'animateurs et d'animatrices de sages exemplaires sur certaines thématiques donc, qui viendront témoigner. La première, ce sera sur la préservation des zones humides, notamment grâce aux sages, les enjeux et les limites aussi, par Franck Queneau, qui est animateur du sage des lacs médocains, donc un territoire largement couvert par les zones humides. On aura ensuite donc une intervention qui fera plus un focus sur la prise en compte des enjeux de l'eau dans les documents d'urbanisme et tout le travail que peut faire la structure porteuse du SAGE et l'animation de SAGE auprès des collectivités, notamment lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. Donc ce sera proposé par Marie Barret, qui est animatrice des SAGE à Douramont, à Douraval, Mi-12 et le SAGE émergent au souterrain de Gascogne. Et on aura aussi une dernière intervention, ou plutôt prise de recul sur la contractualisation, qui peut être un levier pour traduire opérationnellement les sages et pérenniser les actions, et aussi une réflexion sur la gouvernance des sages, donc qui sera proposée par Karine Lacan, animatrice du sage Vior. Et donc le but ici, c'est vraiment de pouvoir vous inspirer à travers des leviers d'action qui sont possibles. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs participants qui étaient membres de sages, ou de clés de sages aussi et aussi d'amener des pistes de réflexion sur les limites des sages et voilà, ce qui ne permettent pas non plus dans la protection de l'eau et des milieux aquatiques. Donc, il y aura un temps d'échange assez conséquent qui sera dédié justement à mettre en résonance les différentes interventions et à poser aussi toutes vos questions aux intervenants. Et donc, je vais laisser la main à Cécile pour la première intervention sur la portée et les limites des documents réglementaires du SAGE. Bonjour à tous et toutes.
Alors, je ne vais pas me substituer aux animateurs de stage qui ont vraiment des compétences différentes. Ça va être plutôt pour introduire, on va dire, le processus du stage et les quelques documents que l'on fréquente quand on est dans un stage. Et puis, les deux derniers documents réglementaires, en fait, qui sont le PAGD et le règlement. Donc, je vais avoir une intervention assez courte et faire quelques rappels au regard aussi du fait que vous êtes un auditoire assez panaché en termes de spécificité. Donc voilà, donc en fait, quand un sage se met en place, eh bien, on a une phase d'émergence. Cette phase, on ne la voit pas forcément, nous, les APNE, hein. Elle se joue beaucoup entre les élus, l'Agence de l'eau et les services de l'État. Et donc, c'est une prise de conscience normalement qu'il y a nécessité d'avoir une vision commune de l'eau et d'avoir des réglementations derrière qui fait que sur un territoire précis, un bassin versant plus ou moins grand, il y a une nécessité de porter un certain nombre d'actions ou en tout cas de prévention aussi. Alors l'émergence, elle est parfois longue et parfois elle n'est pas voulue. Et donc je vous donne un exemple, hein, sur le Gave de Pau par exemple, ça fait une dizaine d'années où l'Agence de l'eau souhaite faire un sage, où les APNE ont vraiment dit que c'était utile. Et pour en avoir discuté encore avec eux récemment, il n'y a rien à faire. Les collectivités ne veulent pas se mettre autour de la table pour faire un sage. Et donc, ça traîne, hein. Sachant que l'Agence de l'eau a pris quand même une décision qui est qu'à partir de 2026, les territoires qui ne veulent pas mettre en œuvre des sages et qui ne sont pas dans ces démarches-là ne verront plus les mêmes subventions arriver. Donc ça, c'était dans le 12e programme. Donc ça va peut-être changer un peu les choses, mais en tout cas, c'est le seul moyen qu'ils ont pour affirmer le fait qu'il faut couvrir les territoires de ces schémas d'aménagement de gestion des eaux, c'est important. Donc, passer la phase d'émergence qui est, on va dire, politique. Après, il va y avoir une phase d'élaboration pendant laquelle un certain nombre de documents non réglementaires vont avoir le jour, mais qui sont des documents importants parce qu'en fait, ils construisent vraiment une vision commune. Il faut bien imaginer qu'on a des sages qui sont tout petits et pratiquement la vision politique commune, on l'a déjà presque. Et puis on a des sages énormes avec 15, 16 vallées qui sont à des périmètres très très grands où on ne parle pas du tout le même langage en fait. Et donc ces documents ont d'autant plus d'importance qu'ils permettent de se rendre compte qu'en amont de notre territoire, les problématiques sont foncièrement différentes de celles de l'aval. Donc, le premier document qui va apparaître, c'est ce qu'on appelle l'état initial. Hein. Donc, c'est un diagnostic de territoire. Et là, on va aller chercher, on va dire, un peu toutes les données qui sont existantes. On va s'appuyer sur des études qui ont été faites parfois de manière séparée. Et puis, on va aller chercher, bien évidemment, les états des lieux d'usage qui vont servir d'appui avec, pour pouvoir un peu parler de la qualité des masses d'eau, des eaux brutes. Alors déjà, là, donc quand nous avions envoyé un formulaire, un pré-formulaire pour ce webinaire-là, nous avions posé un certain nombre de questions et on nous avait dit, est-ce qu'un état des lieux, comment savoir si un état des lieux est fiable? C'est effectivement difficile parce qu'on a souvent des données agglutinées assez anciennes qui arrivent dans cet état des lieux. Et puis là, je prends un peu ma responsabilité en disant ça. On ne peut pas être vraiment satisfait de l'état des lieux des âges pour un certain nombre de raisons, pour une faiblesse des analyses, pour des analyses parfois assez anciennes, lacunaires aussi. Et puis, quand vous travaillez sur un sage, vous vous retrouvez avec des données de SDAGE qui datent de 8 ans parfois. Donc, déjà, on est sur un état initial et un diagnostic qui peut avoir des faiblesses. En tout cas, il a l'avantage de créer une base commune sur tous les enjeux et surtout entre tous les acteurs du territoire qui parfois ne se parlent même pas parce qu'ils sont à 80 ou voire 100 kilomètres. Enfin, en tout cas, il n'y a pas forcément une communauté de vision, ça c'est sûr, sur un sage entre les différents acteurs, qu'ils soient agricoles, hydroélectriciens, enfin vraiment, il y a des grosses différences parfois. Une fois que ce document-là est fait, simultanément, souvent, il y a des ateliers territoriaux qui sont faits pour aller chercher un peu des retours d'informations. On va établir un document tendance et stratégie, qui est un petit document qui est plutôt une annexe on va dire, du bilan, ce n'est pas obligatoire. Et là, on n'est plus exclusivement un diagnostic de territoire, mais on y rajoute en fait une vision d'avenir
Bien sûr, maintenant, en y introduisant le réchauffement climatique, évidemment, et puis aussi des perspectives d'usage qui peuvent évoluer. Donc ça fait un petit document complémentaire. Et puis maintenant, on a un autre document qui est le dernier dans les non réglementaires, qui est un document de stratégie, qui est un document d'orientation, qui est une préfiguration en fait du PAGD. Et là, en fait, on va mettre, selon le porteur du sage, hein, parce qu'il y a des porteurs qui n'ont pas la même vision, et selon les pressions aussi politiques, agricoles du moment, dans ce document de stratégie, normalement, on va retrouver un certain nombre d'objectifs et de priorités qui devront être retranscrites ensuite dans le PAGD. En fait, c'est un pensum qui est vraiment une vision territoriale des spécificités locales par bassin et par sous-bassin, que ce soit sur les besoins, que ce soit sur les usages futurs ou sur les milieux aquatiques. Donc, dans ces documents de stratégie, normalement, c'est un peu une liste à la Prévert de tout ce qu'on devrait faire, avec pas encore la totalité des priorités. Simplement, c'est un document d'orientation qui va faire que pour le mettre en œuvre, une politique de l'eau, ensuite, on va le transcrire dans le PAGD, qui sera, lui, pour le coup, un document réglementaire. Alors, c'est bien évident que si le document de stratégie, il manque un certain nombre de choses, il y a assez peu de chances que dans le PAGD, on le retrouve. Donc, quand vous avez un document de stratégie, puisque je l'ai vu récemment, où on ne mentionne même pas un objectif de sobriété à moins 10%, qui est l'objectif demandé par le SDAGE, par exemple, c'est quand même un peu gênant. Ou quand on ne parle pas du tout de pollution diffuse dans un document de stratégie, alors qu'on est dans des secteurs agricoles, c'est effectivement gênant aussi. Et pourtant, c'est ce qui peut se produire. Donc, on verra ce que ça donnera au niveau du péage et des règlements, mais en tout cas, ceux qui sont confrontés dans le cadre de révision ou dans le cadre de construction de SAGE, ce document stratégie, il est intéressant. C'est un peu le résumé de tout ce qui s'est fait avant et il est censé lister tout ce qui est important. Voilà, donc en fait, toute cette phase d'élaboration, qu'on en soit satisfait ou pas, elle est très importante parce que c'est un temps d'acculturation, d'inventaire, de compilation de données qui nous permettent aussi de voir les lacunes de ce qui nous manque et qui pourront aussi donner dans la stratégie justement des intentions de faire des analyses et des données et de créer de la donnée complémentaire. Donc c'est une phase très longue qui fatigue un peu tout le monde. Les élus ont toujours peur de ce temps qui s'étire beaucoup, mais il n'empêche que ça fédère tout le monde sur une vision du territoire par rapport à la problématique de la ressource en eau. Voilà, tu peux passer la diapo suivante. Donc ça, je mets en œuvre la DCE, bien sûr, hein, et met en œuvre la directive 4 sur l'eau et également le SDAGE. Et pour planifier et faire des recommandations, et il doit forcément encadrer les choses. Et donc le document, le PAGD, donc le plan d'aménagement et de gestion durable, comme le règlement, sont les deux seuls règlements, les deux seuls documents réglementaires qui vont pouvoir servir de support et de base à tous les avis opposables aussi au pouvoir public sur tous les programmes, les décisions qui sont faits, hein. On ne peut pas établir de plans d'urbanisme importants, de SCOT, si ils ne sont pas compatibles avec ce qui est dans ces documents-là. Donc on verra après, il y a quand même un peu des limites au respect de ça, mais en tout cas, ce sont des documents qui s'opposent à la puissance publique à minima. Donc, le PAGD, le plan d'aménagement de gestion durable, lui, il va décliner des enjeux. C'est obligatoire, hein, c'est vraiment un cahier des charges précis. Et donc, on va avoir de 1 à 6 ou 7 enjeux qui vont apparaître sous la forme que vous avez sous les yeux. Et chaque enjeu, là, j'avais pris le quatrième, c'est sur le Tarnamo, peu importe. Et là, chaque enjeu, on va ensuite décliner des objectifs. Et ces objectifs-là, donc là, ils sont listés de I à N, vont ensuite être déclinés éventuellement sous objectifs et ensuite en des dispositions. Et quand on aura le document de règlement, quand on va avoir quelques règles, il y en a souvent très peu, elles vont faire référence précisément à ces dispositions et ces sous-objectifs. Elles vont les compléter et elles seront obligatoirement en lien avec des dispositions qui sont à l'intérieur du PAGD. Donc c'est très formel et on le retrouve systématiquement. Donc, le PAGD, lui, va donner toutes ces indications. Oui, je veux bien que tu passes, c'est bon.
Donc sur le sage Tarnamon, j'ai pris celui-ci au hasard, hein, peu importe. On retrouve 6 grands enjeux, 21 objectifs et pas moins de 147 dispositions, c'est énorme. Donc les dispositions, elles sont à droite, vous voyez. Donc sur la gauche, objectif, c'était le grand objectif, le 4, lutter contre les pollutions agricoles. J'ai choisi celui-là. Il y a 2 déclinaisons de sous-objectifs et ensuite des déclinaisons de dispositions. Et donc, vous voyez, ce sont des verbes accentuer, réaliser, mettre en œuvre, acquérir des connaissances, sensibiliser, ce sont vérifier l'équilibre. On est vraiment sur des orientations, sur des intentions. Là où je vous ai mis la flèche sur le K2, adapter les pratiques agricoles et forestières pour réduire les risques de lessivage. Et donc là, c'est décliné, chaque disposition est déclinée avec un détail qui va porter vraiment avec précision, mais sans pour autant réglementer. Donc ici, on demande aux acteurs en fait d'avoir une gestion raisonnée des intrants, maintien des couvertures herbacées, enherbement des parcelles. Donc voilà, ce sont, on va dire, des bonnes intentions et des préconisations qu'on reprendra quand on émettra des avis parfois, même si ce sont que des préconisations, c'est important qu'elles y soient. On va passer après. Et donc, le règlement, lui, c'est, on va dire, on va passer du sage Tarnamon, si on le reprend avec tous ses enjeux et ses dispositions. Finalement, le règlement, lui, il n'y a que quatre règles que je vous ai mises là, qui sont assez simples. Donc, ce qui veut dire que concrètement, tout le côté opposable de ce schéma d'aménagement de gestion des eaux, eh bien, il repose sur les règles du SDAGE. Et les règles complémentaires qui existent et qui vont venir s'appliquer de manière plus locale et territorialisée parce qu'il y a des spécificités, eh bien là, dans ce cas de figure, on a seulement 4 règles qui sont indiquées. Donc j'ai essayé d'en mettre une en rapport avec le cas de tout à l'heure sur les épandages agricoles. De toute façon, vous aurez le document. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est que même cette règle 3, finalement, ça reste une préconisation qui n'a même pas les moyens on va dire, de réglementer. J'ai coupé ma visio parce que j'ai plus trop de débit. Et donc, finalement, ce sont des règles assez faibles et sans levier parce que ce n'est pas l'animateur du sage qui va aller faire respecter ça. Et réglementairement, ça ne relève pas de la compétence du sage d'aller faire ces contrôles. Donc, il y a des règles qui sont mentionnées, mais qui finalement ont du mal aussi derrière, parfois, à être mises en œuvre. Sur ces règlements d'usage, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez aller voir sur Gesto, il y a une base de données des règlements des sages, c'est assez intéressant. Donc, il y a toutes les fiches qui existent. Et donc, globalement, vous avez 54% des règles d'usage qui sont sur les milieux aquatiques, 27% sur les émissions, les effluents et 19% sur les prélèvements. Et les zones humides sont quasiment présentes partout. Donc, il y a aussi une vidéo qui explique cette base de données Oracle. Donc, c'est assez intéressant parce que pour ceux qui seront en phase de travail sur les règlements, alors évidemment, les animateurs, ils savent tout ça, mais d'aller voir comment certaines règles sur certains sujets sont édictées, ça peut être intéressant. Et enfin, sur la dernière diapo, en fait, bon, c'est une vision un peu courte, mais tu peux changer de diapo, Maëlys, s'il te plaît? C'était tout, je crois. Non, il y avait une dernière page. J'ai celle-là en dernière page. Ah, alors c'est pas grave. Donc, en fait, les limites des documents réglementaires, en fait, c'est que le PAGD, il est vraiment un document d'objectif et d'orientation. Et donc, les leviers n'appartiennent pas tout simplement aux porteurs du sage de les mettre en œuvre. Et c'est bien la difficulté. Il est censé être respecté par les administrations. Or, beaucoup de dossiers, en fait, finalement, sont inscrits au sein des Comcom. Et donc, on ne les voit pas passer en clé. Ça passe sous les radars et un certain nombre de dossiers tels que les AUP, donc c'est-à-dire les autorisations uniques de prélèvement, qui on va dire, peuvent aller jusqu'à 100 millions de mètres cubes hein, sur certains secteurs. Les stations d'épuration, les docks d'urbanisme, les avis sont facultatifs parfois, même si les animateurs et animatrices sont très proactifs et sollicitent beaucoup cela. En fait, il y a un tas de choses qui passent sous les radars. La gestion quantitative, les prélèvements, certains arbitrages, tout ça ne passent pas en clé. Ce qui diminue en fait la portée de ces documents qui sont des documents d'orientation et d'intention en fait.
En ce qui concerne les règlements, le constat quand même, c'est que sur les grandes décennies des règlements précédents, eh bien, les règles sont assez faibles. Il y en a très peu. Une des principales raisons, et c'est ce qu'explique la vidéo sur Oracle, c'est que, bien évidemment, les services de l'État, les élus, les porteurs de sages, en fait, sont très réticents à fixer des règles parce que ça devient assez vite un cadre contraignant. Et parce que, bien sûr, il y a un levier juridique derrière quand les règles ne sont pas appliquées. Et donc, c'est vrai que nous, en tant qu'APNE, ce qu'on voit dans les bureaux, on voit passer un certain nombre de dossiers. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, malgré ces documents très conséquents, eh bien, la destruction de zones humides continue, de répessives, les pollutions diffuses, rien n'est empêché. Donc, en ce sens-là, on ne dit pas que ces documents ne sont pas utiles, loin de là, heureusement qu'ils sont là. Simplement, ils n'empêchent pas les dégradations. Voilà, donc ça, c'est le côté que nous, on voit quand on est dans les clés. Et je sais, en ayant une certaine proximité avec certains animateurs, que heureusement, les animateurs font derrière, en back-office, un travail considérable que nous ne voyons pas forcément, et c'est ce qui va vous être présenté par la suite. Et c'était bien l'intérêt de vous faire venir. Et merci à vous. Voilà. Merci beaucoup, Cécile, pour cette première introduction, ces éclaircissements sur les documents réglementaires du SAGE. Du coup, je vais laisser la parole à Franck, si vous voulez partager votre écran, qui va du coup nous parler un peu plus en détail de la préservation des zones humides à travers le SAGE, les limites et les leviers d'action possibles. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien ma présentation. Oui, parfait. Donc, je me présente donc Franck Queneau. Donc, moi, je suis l'animateur du SAGE des lacs médocains. Je vais commencer par simplement vous situer le périmètre de ce SAGE. Donc, c'est sur le département de la Gironde, juste à l'ouest de Bordeaux et avec un exutoire dans le bassin d'Arcachon. Et donc, ce SAGE est en fait autour des deux lacs du Médoc, Ourtin-Carcan et Lacanau, sont deux lacs naturels d'eau douce, qui font partie de la chaîne des lacs et étangs du littoral aquitain. Quelques chiffres pour vous situer. Donc, c'est un petit périmètre de SAGE. Vous parliez tout à l'heure qu'il y a effectivement de très grands territoires de SAGE et de petits périmètres. Nous, on est plutôt sur un SAGE de petite taille, 1000 km² uniquement, avec en plus la chance d'avoir très peu de collectivités, parce que c'est de très grandes communes forestières. Donc, il y a 13 communes qui sont intégrées dans ce SAGE et 4 communautés de communes. Alors, il y a quand même un linéaire de cours d'eau. Alors, j'en parlerai peut-être à nouveau tout à l'heure, mais les cours d'eau chez nous, c'est un peu particulier parce que tout a été créé par l'homme. On appelle les principaux, on les nomme quand même cours d'eau et ils sont réglementairement cours d'eau, mais c'est quand même très particulier. Et donc, la spécificité aussi de ce territoire, c'est qu'il y a deux grands lacs naturels, Ourtin-Carcan qui fait 62 km² et plus au sud Lacanau avec 20 km². Et donc, une information aussi pour la mise en œuvre du SAGE. Donc, en fait, tout ça est en fait sur le périmètre d'un syndicat de bassin versant, donc le syndicat pour lequel je travaille, qui a la compétence GEMAPI. Mais donc, c'est un syndicat qui existe maintenant depuis 60 ans. Donc, on a récupéré la compétence GEMAPI à partir de 2017, mais on avait le même type de compétence depuis 60 ans. Et on intervient donc en maîtrise d'ouvrage direct sur la gestion des cours d'eau. Vous verrez tout à l'heure sur la gestion des zones humides, sur la gestion des niveaux d'eau sur les lacs, sur les aspects de continuité écologique parce qu'on est propriétaire des principaux ouvrages. Et donc, plus récemment, je vais l'expliquer juste après, on anime le SAGE sur ce territoire-là et on anime également les documents d'objectifs Natura 2000 qui sont liés aux zones humides de notre territoire, aux zones humides principales. Donc, c'est quand même intéressant, c'est qu'on voilà, on n'a pas simplement l'animation du SAGE en gestion, on a aussi la réalisation concrète des travaux derrière sur les cours d'eau, les zones humides et la gestion des niveaux d'eau. Quelques mots sur le SAGE lui-même. Donc, en fait, les premières discussions pour mettre en œuvre un SAGE sur notre territoire à la date de 1999. Donc, le premier périmètre du SAGE a été validé en 2001. Et donc, effectivement, c'est toujours long. Il a fallu 6 ans entre 2001 et 2007 pour valider une première version du SAGE. Il a ensuite été révisé en 2013, en particulier pour intégrer les nouveautés réglementaires ou liées au SDAGE. Et on est en phase de révision, d'une deuxième révision de ce SAGE pour essayer de le valider
en 2026 ou 2027 probablement. Une information particulière, c'est que notre commission locale de l'eau, ce sont les mêmes personnes qui sont dans la commission locale de l'eau et aussi dans le comité de pilotage Natura 2000. Comme les deux sujets sont souvent très liés sur notre territoire, on a fait en sorte que les réunions se fassent toujours de façon concomitante pour que les personnes aient à la fois les informations sur les questions de ressources en eau, mais aussi sur les aspects liés à la biodiversité, liés aux zones humides de notre territoire. On a 50 membres et deux structures sont des associations de protection de l'environnement, donc la CEPANSO, avec qui on travaille beaucoup, et également Vive la forêt, que vous devez connaître, qui est plus une structure plus locale. En quelques mots sur les enjeux de notre territoire, qui font vous verrez derrière aussi des actions liées aux zones humides. Donc, un premier enjeu sur la qualité de l'eau, le sujet principal, c'est l'eutrophisation des lacs. C'est des lacs qui sont avec des eaux stagnantes près de la moitié de l'année, peu profonds, très chauds. Donc, il y a des risques d'eutrophisation qui sont très, très forts sur notre territoire. Et ça peut aller jusqu'à une eutrophisation du bassin d'Arcachon. Qui en découlent des soucis potentiels sur les questions de baignade avec le développement de cyanobactéries ou des problèmes aussi sur la conchyliculture dans le bassin d'Arcachon. Sur l'aspect quantité, pour faire très simple, on a aussi des soucis d'inondation et parfois de sécheresse importante sur notre territoire. Donc, vous verrez comment le travail tout à l'heure. Et puis après, il y a tous les enjeux liés aux zones humides, au milieu aquatique et à la biodiversité. J'y reviendrai. Donc, sur le sujet qu'on m'a demandé de présenter sur les questions particulières de zones humides, donc on a un périmètre de bassin versant qui est assez particulier parce qu'en fait, tout le territoire est anciennement une grande lande humide. Donc, 100% de notre territoire quasiment, c'était une zone humide. Et en fait, ce territoire, vous avez la photo à l'écran, il y a encore 150 ans, c'était un territoire de pâturage avec des bergers sur des échasses pour pouvoir voir leurs moutons, mais aussi pas avoir les pieds dans l'eau. Donc, tout ce territoire, à partir de 1857 et une loi de Napoléon III, en fait, cette loi a obligé le drainage et l'assèchement de cette grande zone humide pour planter des pins maritimes. Et donc, entre 1857 et à peu près pendant une centaine d'années, le territoire a été progressivement assaini et planté de pins maritimes. Mais malgré tout, ça reste globalement une zone humide sur l'ensemble du territoire. Alors, quelques mots quand même sur ces zones humides. C'est important pour ce que je vous dirai juste après. En fait, on a globalement 4 types de zones humides sur notre territoire. Celles qui sont les plus étendues, en fait, c'est celles où il y a là maintenant la forêt. Ce sont en fait des zones humides de plateau, qui étaient anciennement ces landes. Et maintenant, ces parcelles-là sont dans un cycle forestier à peu près de 40 ou 50 ans, où quand il y a une coupe rase, ça redevient à nouveau ce que c'était auparavant des landes à Moligny, à Bruyères. Ça devient des forêts, et puis progressivement, la forêt s'installe, vous l'avez un peu au fond d'écran. Donc ça, c'est l'essentiel des zones humides de notre territoire. Après, on a des zones humides plus particulières, les lagunes forestières, avec des enjeux de biodiversité très forts, en particulier sur les odonates ou les amphibiens, mais c'est plutôt des zones humides beaucoup plus petites en taille. Et après, on a proche des lacs des zones humides de débordement de certains grands cours d'eau, des zones humides alluviales, vous verrez, qui sont importantes pour nous. Et puis après, tout le périmètre de bord des lacs, avec des zones humides bien spécifiques dans la zone de marnage des lacs du Médoc. Donc, comment est-ce qu'on a pris en compte nos zones humides sur notre territoire? En fait, ça se fait progressivement un peu à chaque validation d'un nouveau SAGE. La première opération, ça a été pendant la phase d'émergence. En 2004, ça avait été avec une étude menée directement par la DIREN, où il avait été identifié des zones humides prioritaires à intégrer dans le SAGE. Et à l'époque, les zones humides de plateau, les zones humides liées aux plantations de pins maritimes, n'étaient pas considérées comme des zones humides réglementairement. Donc en fait, la DIREN et puis les acteurs du SAGE n'avaient pas intégré la partie des zones humides forestières. Et donc on avait uniquement pris en compte les lagunes forestières, les zones humides alluviales et les zones humides de bord de lac. Et ça a été intégré dans le premier SAGE. Il n'y avait pas encore des règlements, mais le SAGE préconisait de préserver au moins ces zones humides qui représentaient à peu près 11% de notre bassin versant. Quand on a révisé le SAGE à partir entre 2010 et 2013, en fait, c'est là qu'on a essayé de joindre SAGE et Natura 2000 pour essayer de donner une importance plus importante aux questions de zones humides. Et donc, les zones humides qu'on avait déjà préidentifiées avec la DIREN auparavant, on les a considérées comme les zones humides prioritaires protégées dans le règlement du SAGE qui vous a été présenté tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on n'a que 2 règles qui concernent que les zones humides, mais c'est très clairement dire on ne touche absolument pas, que ce soit d'un point de vue de l'urbanisme ou des dossiers loi sur l'eau,
sur ces zones humides particulièrement importantes pour notre territoire. Et puis, deuxième chose, plus dans les dispositions du SAGE, dans le PAGD, on a positionné ce qui nous paraissait être, à l'époque, c'était possible avec les nouvelles aspects réglementaires, de classer des zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau. Donc, effectivement, on a fait ce travail-là en commission locale de l'eau, de repérer toutes les zones humides qui pouvaient nous aider pour mieux régler les problèmes d'inondation ou de sécheresse, celles qui pouvaient nous aider pour limiter les problèmes d'eutrophisation de nos lacs, et puis celles qui avaient des soucis de reconnexion pour des aspects de biodiversité. Donc, on a mis en place une stratégie de gestion et de restauration de ces zones humides. L'étape qui va venir là, pour la prochaine révision du SAGE, c'est que nous, notre sujet, ce n'est pas tellement de savoir où sont nos zones humides, il y en a partout. Notre sujet, c'est plus de savoir lesquelles sont les plus importantes d'un point de vue des fonctionnalités. Donc, dans la prochaine révision du SAGE, on va par zone identifier le niveau de fonctionnalité de nos zones humides. On a fait le test en ce moment à Lacanau, c'est-à-dire que voilà, sur ce périmètre autour de la commune de Lacanau, hein, presque 20 000 hectares, quasiment tout est en zone humide, mais on identifie par zone voilà, les zones humides qui sont les plus importantes pour les problèmes de ruissellement, de recharge de nappes, d'atténuation des crues, pour les sujets liés à la qualité de l'eau ou aux aspects de biodiversité. Et on note un peu tous ces aspects-là, alors ça reste encore à affiner, mais ça permet de bien identifier les zones humides qui sont les plus importantes, c'est celles qui sont en vert sur la carte. Et effectivement, ça correspond assez bien au travail initial avec la DIREN, des zones humides prioritaires à protéger sur notre territoire. Donc voilà sur la partie un peu réglementaire et aspect du PAGD. Et en fait, maintenant, c'est plus aussi vous présenter comment ça s'est décliné concrètement sur notre territoire en termes de stratégie avec tous les acteurs pour améliorer nos zones humides. Donc, comme on a partout des zones humides sur notre territoire, depuis l'amont, le point numéro 1 jusqu'au 5, on a essayé avec l'ensemble des acteurs de proposer des actions de gestion de zones humides. Donc, le tout premier, en fait, en tête de bassin versant de notre secteur, on a alors ça ne représente que 6% de notre bassin versant, mais on a des grandes surfaces agricoles de culture industrielle, principalement de maïs et de maraîchage. Donc, c'est avec des personnes avec qui on a beaucoup travaillé depuis à peu près une dizaine d'années sur les sujets d'azote et de phosphore, donc de pollution diffuse, dont vous parliez tout à l'heure. Donc, pour travailler avec eux sur les questions des pratiques, pour qu'il y ait le moins possible d'azote et de phosphore qui arrive vers les lacs. Nous, les objectifs, par exemple, sur les nitrates, ils sont très, très forts. Il faut qu'on soit à moins de 2 mg par litre de nitrate. Donc, c'est vraiment une exigence très, très élevée. Donc, on a d'abord travaillé avec eux sur les pratiques, mais en fait, sur notre territoire de sol sableux, c'est très, très difficile, juste après une pluie, s'il y a une fertilisation, de ne pas avoir un peu de nitrate qui part vers les cours d'eau et vers les lacs. Et donc, on a commencé à tester avec les exploitants agricoles des bassins tampons intermédiaires dans leurs parcelles. Donc, vous l'avez sur l'image à peu près au centre. Donc, dans les intercultures de premiers bassins tampons, donc là, cet agriculteur-là a par exemple installé 20 hectares de bassins tampons. Donc voilà, on travaille avec eux, avec l'Université de Bordeaux pour voir comment ça marche. C'est en fait, on restaure un certain type de zone humide. Alors ça reste assez artificiel, mais finalement ça marche très bien sur les questions de dénitrification et de piégeage du phosphore. Et puis ça ramène de la biodiversité dans ces parcelles agricoles de très grande taille. Donc là, on en est à une phase avec les exploitants agricoles. On a pu tester la chose. On voit les surfaces nécessaires. Et donc, à l'échelle de notre bassin versant, les exploitants eux-mêmes sont en train de préparer un dossier de 140 hectares en tout de zones humides de ce type-là, tampon, pour bien piéger les nitrates et les phosphates sur notre territoire. Donc ça, c'est le premier exemple avec les exploitants agricoles. Le deuxième, c'est avec les forestiers. Donc, vous voyez, la forêt chez nous, c'est une forêt industrielle hein, de pins maritimes. Donc, on travaille beaucoup avec l'ONF, les communes forestières et les propriétaires forestiers. Tout notre travail, c'est de trouver sur ce système ancien qui a été drainé depuis 150 ans, les bonnes modalités pour que le fonctionnement de ces zones humides sous la forêt fonctionne à nouveau. Alors, malgré tout, même si c'est très industriel, en fait, ça a une capacité de régulation des eaux qui est très, très forte, quasiment autant qu'une zone humide naturelle, peut-être même des fois plus, en tout cas pour la prévention des inondations. C'est très intéressant d'un point de vue qualité d'eau parce qu'il n'y a pas du tout d'intrants hein, dans ces parcelles forestières. Et puis au milieu, vous voyez aussi ces petites lagunes forestières dont je vous parlais. Et donc on sensibilise, on travaille avec les propriétaires forestiers pour préserver ces petits îlots de lagunes forestières très intéressants, en particulier sur les odonates. Quand on continue à descendre sur le bassin versant, donc,
nos cours d'eau, comme je vous le disais, sont très particuliers, hein. C'était plus, en fait, il n'y avait pas de cours d'eau initialement sur notre territoire jusqu'en 1850. Tout a été tracé très rectiligne entre l'amont et jusqu'au lac. Et en fait, on s'est retrouvé avec un ensemble de canaux qui, surtout après-guerre, vers 1850, ont été très approfondis, voilà, ils se retrouvent très, très drainants. Donc, il y a tout un travail pour essayer de renaturer un peu ces canaux artificiels pour qu'ils retrouvent une ripisylve, ils soient moins incisés et donc drainent moins la nappe et les zones humides qui sont autour. Donc là, par exemple, on est passé à l'échelle du Sage de quasiment zéro kilomètre en linéaire de ripisylve à peu près une centaine de kilomètres de linéaire maintenant concernés par de la ripisylve et des cours d'eau un petit peu plus naturels. Et quand on s'approche donc de la zone des lacs, donc là on est sur une confluence entre l'un de ces petits cours d'eau et les lacs. Donc en fait historiquement ces cours d'eau ont été creusés dans le sable et le sable a été mis sur les berges. Et ce qui fait qu'en crue par exemple l'eau de l'amont arrivait au lac sans déborder sur les zones humides qui pourtant existaient tout autour de ces cours d'eau. Donc là c'est un travail avec beaucoup de partenaires, beaucoup les communes qui sont propriétaires de certains des espaces, le département de la Gironde parce qu'il y a des espaces naturels sensibles, le conservatoire du littoral. Vous verrez aussi tout à l'heure avec la CEPANSO sur des réserves naturelles. Beaucoup aussi avec les acteurs de la chasse et de la pêche qui interviennent sur ces milieux-là et qui sont aussi intéressés pour maintenir des milieux ouverts sur ces espaces. Et donc là, l'objectif, ça a été au départ de faire reculer un peu la forêt qui était arrivée quasiment jusqu'au pied du lac pour trouver des milieux plus ouverts et intéressants pour certains habitats, certaines faunes et flores. Et puis surtout, refaire déborder les cours d'eau. Donc ça, c'est plusieurs milliers d'hectares de ce type de zones humides qui ont pu être mises en place. Là, ça fonctionne très très bien sur les questions chez nous de phosphore et d'azote, surtout sur le phosphore. On a, depuis qu'on a mis en place ce type d'aménagement, plus du tout de phosphore qui arrive au lac, et une grande partie de l'azote est dénitrifiée avant d'arriver au lac. Donc on a bien amélioré nos problèmes d'eutrophisation sur les lacs grâce à ce type d'opération. Et puis, dernier sujet, c'est plus sur l'axe entre les lacs et le bassin d'Arcachon. En fait, de la même façon, les lacs, pour permettre la gestion de l'eau, il y a eu un canal qui a été créé entre le lac de Hourtin-Carcan jusqu'au bassin d'Arcachon, à peu près dans les mêmes époques que la loi de Napoléon III, vers 1860. Et en fait, de la même façon, le canal, quand il a été creusé, tout le sable de creusement a été mis sur ses berges et il n'y avait plus de débordement de l'eau qui passait d'un lac à l'autre ou des lacs vers le bassin d'Arcachon vers les zones humides connexes. Et là, vous avez une photo de la réserve naturelle de l'étang de Cousseau, hein, gérée par la CEPANSO, où il n'y avait plus de connexion à un moment entre les eaux qui transitaient d'un lac à l'autre vers le bassin d'Arcachon et cette grande zone humide. Donc là, il y a eu des travaux à différentes phases pour remettre en eau avec la CEPANSO, mais aussi avec d'autres acteurs sur d'autres sites, pour remettre en eau, là, c'est quasiment 1000 hectares de zones humides reconnectées à ces lacs, donc toujours avec des intérêts croisés entre la régulation des crues ou des sécheresses, l'amélioration de la qualité de l'eau et des intérêts pour la biodiversité. Et on a fait ça sur tous nos ouvrages, sur tout l'axe, hein, de quasiment une vingtaine de kilomètres des lacs jusqu'au bassin d'Arcachon. Voilà, et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir notre site internet lacmédocain.fr tout simplement pour trouver tous nos documents de SAGE ou nos plans de gestion de cours d'eau ou de zones humides. Merci beaucoup, Franck, pour ce retour d'expérience. Donc, on vous enverra les diapositives et les supports de présentation. Et donc, je vais laisser Marie partager son écran. Elle va nous parler donc de la préservation maintenant, enfin justement de la préservation des enjeux de l'eau et leur intégration dans les documents d'urbanisme et du travail d'accompagnement qu'on peut faire auprès des collectivités. Et Marie, Oui, bonjour à tous. Alors je suppose que vous ne voyez pas encore en plein écran. on voit bien, mais pas encore. Voilà, on voit un Là, peu c'est bon? la présentation, c'est bon. Ok. Oui, donc bonjour, je suis donc Marie Bareil, je travaille à l'institution Adour, syndicat qui a compétence à l'échelle de tout le bassin versant de l'Adour. Alors, on porte plusieurs sages. Je ne suis pas l'animatrice unique de tous ces sages, évidemment. Je coordonne le service gestion intégrée qui porte 4 sages actuellement et chacun de ces sages a des animateurs dédiés, hein. Donc les sages que l'on porte, vous les voyez ici à l'écran,
Sage Abouramon, qui est un sage en mise en œuvre et même en première phase de révision actuellement, qui avait été initialement approuvé en 2015. Le sage Mi-12, de la même manière en première phase de révision, lui-même initialement approuvé en 2013. Le sage Adoraval, un petit peu plus petit en surface, qui est plus récent et donc qui a été approuvé en 2022. Et on porte également l'émergence et le début de l'élaboration maintenant d'un sage que vous voyez en hachuré, sage des eaux souterraines de Gascogne, qui est un sage qui est dédié à des objets géologiques, hydrogéologiques captifs, notamment sous le sud du bassin aquitain. Donc, on porte ces différents schémas d'aménagement de gestion des eaux. Aujourd'hui, donc, effectivement, on m'a demandé de vous parler de la manière dont on travaille à ce que voilà, les documents d'urbanisme locaux euh, prennent en compte les enjeux relatifs à l'eau, au milieu aquatique, aux zones humides. Euh, Vous savez probablement, ou peut-être pas, donc je l'évoque ici, le fait que les documents, enfin le SAGE est un document qui est opposable réglementairement, opposable notamment et entre autres aux documents d'urbanisme locaux. Donc c'est, comme l'a dit Madame Argentin, deux documents, un SAGE, deux documents opposables, le PAGD, le règlement. Dans un PAGD, on a beaucoup de dispositions qui sont de l'ordre de l'incitation. C'est un petit peu l'ensemble de ces sujets que les commissions locales de l'eau veulent inscrire dans le SAGE en termes de grands enjeux, d'objectifs de dispositions incitatives sur la sensibilisation, l'accompagnement, la mise en réseau, l'amélioration de connaissances, l'incitation à faire évoluer les pratiques, etc. Dans un PAGD, on a des dispositions qui ont une opposabilité un peu plus forte, et celles qu'on appelle les dispositions de mise en compatibilité. Ces dispositions-là, elles sont opposables aux services de l'État, aux services déconcentrés, et elles sont opposables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, et notamment opposables en termes d'urbanisme, aux documents d'urbanisme locaux. Donc ce sont vraiment des dispositions qui ont une portée réglementaire un peu plus forte vis-à-vis des documents d'urbanisme dont on va parler maintenant. Et puis ensuite, vous savez que le SAGE comporte aussi un règlement avec quelques règles qui sont opposables d'une manière générale à toute personne publique ou privée, notamment à tous les projets qui peuvent être soumis à la loi sur l'eau, par exemple. Donc cette opposabilité du SAGE vis-à-vis des documents d'urbanisme locaux, qui est bien évidemment considérée comme une contrainte localement et notamment par les élus locaux, est en fait aussi finalement un levier pour arriver à ce que l'urbanisme, l'aménagement du territoire prennent un peu plus et un peu mieux en compte les enjeux de l'eau. Euh, Selon évidemment comment les choses sont inscrites dans les sages. Donc moi, je vais vous donner quelques exemples sur les sages que l'on porte. Hop, ça ne veut pas passer. Oui, ça y est. Ici, je vous ai mis des cartes juste à titre d'information. Le bassin versant de la Dour, c'est quand même assez grand. Une carte à gauche qui représente les SCOT, les schémas de cohérence territoriale qui existent à l'échelle du bassin de la Dour, approuvés ou en révision, en élaboration, voilà. Et puis à droite, vous avez les plans locaux d'urbanisme intercommunaux existants également actuellement à l'échelle du bassin de l'Adour. Alors, pour des raisons de moyens et de possibilités, hein, on ne va pas proactivement descendre jusqu'à à l'échelle des PLU, qui sont à des échelles communales, sur ce grand territoire-là. Donc aujourd'hui, nous, on vise vraiment à travailler avec les SCOT et avec les PLUI. Pardon, à chaque fois, ça. Voilà. Donc, de quelle manière on va travailler avec ces acteurs-là? Comme l'a dit Madame Argentin, c'est pas systématique qu'on sollicite un avis des commissions locales de l'eau sur les documents d'urbanisme locaux et surtout, on n'est bien souvent pas intégré dans le travail d'élaboration de ces documents puisqu'on n'est pas ce qu'on appelle personne. Les commissions locales de l'eau ne sont pas personnes publiques associées. Donc s'intégrer un petit peu dans les démarches d'élaboration des documents d'urbanisme, c'est pas forcément évident. Et nous, on arrive à le faire notamment parce que dans le cadre des sages, on a été amené à produire de la donnée sur des différentes thématiques, je vais vous le montrer,
Ce qui nous permet, en fait, une fois que cette donnée existe et qui intéresse les porteurs de documents d'urbanisme locaux, une fois qu'on leur fournit, bah, de mettre un petit peu le doigt sur leur sujet, dans leur élaboration, et de venir un petit peu déjà être au courant que la démarche est en cours localement pour un document d'urbanisme, et donc prendre un petit peu contact avec eux, euh, prétextant la fourniture de données évidemment, mais qui nous permet ensuite d'aller travailler un petit peu plus loin avec eux. Et donc, on essaie de travailler un accompagnement, idéalement sur toute la démarche du porteur de projet. Et vous allez voir, et on va en parler rapidement aussi, in fine, évidemment, on peut travailler sur les avis des commissions locales de l'eau sur ces documents d'urbanisme locaux. Alors, en termes de fourniture de données, c'est vraiment la clé d'entrée qui nous a permis de développer un petit peu cette mission eau et urbanisme. En fait, d'un point de vue historique de notre travail, dans le cadre de chacun des sages qu'on porte, sage Adour-Amont, sage Midouze et sage Adour-Aval, on a réalisé des études visant à améliorer la connaissance sur les zones humides. Ça n'a pas été forcément des inventaires à proprement parler partout. Selon les échelles de travail, ce n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, ce travail d'amélioration de la connaissance par de la prélocalisation, de la probabilité de présence de zones humides ou de l'inventaire, nous a permis déjà, voilà, d'améliorer la connaissance. À un moment donné, on a voulu centraliser, capitaliser la connaissance sur les zones humides à l'échelle des sages et finalement, au-delà, on a travaillé sur ce sujet à l'échelle de tout le bassin versant de l'Adour. Donc aujourd'hui, on dispose de bases de données sur les zones humides. Là, c'est l'exemple de cette diapo. À l'échelle du bassin de l'Adour, c'est des bases de données qui centralisent de la donnée qu'on a produite nous ou qui est produite par ailleurs par tout acteur susceptible d'avoir ce type de données-là. Ces bases de données, elles sont finalement assez bien identifiées puisqu'on est sollicité régulièrement par des acteurs locaux, publics ou privés, puisqu'ils sont intéressés pour récupérer cette donnée et voir dans le cadre de leur projet comment la considérer. Et donc, c'est vraiment par cette clé d'entrée-là où on s'est rendu compte que finalement, on est souvent sollicité pour transmettre cette donnée dans le cadre des documents d'urbanisme locaux. Et ça nous permet de prendre contact avec eux et de commencer à travailler avec eux. Euh, je vous donne ici un exemple. Donc, quand on fournit de la donnée zone humide, j'ai essayé de vous montrer des exemples par sage, comment derrière c'est travaillé. Dans le sage Adour-Aval, par exemple, mais c'est le sujet des zones humides, c'est un sujet pour le coup qui existe dans tous les sages, hein, Adour-Amont et Midouze également. On a une disposition de mise en compatibilité des documents d'urbanisme locaux au SAGE, qui est celle que vous voyez à l'écran, donc qui consiste à demander à ce que les documents d'urbanisme prennent les dispositions utiles pour préserver les zones humides. Donc le SAGE ne va pas forcément dicter dans le détail comment ils doivent le faire. On liste des éléments, mais voilà, d'une manière ou d'une autre, et par les moyens qu'ils jugeront utiles, on veut que les documents d'urbanisme locaux respectent l'objectif de préserver les zones humides de l'urbanisation ou de toute autre dégradation. Quand c'est écrit comme ça sous forme d'une disposition de mise en compatibilité, ça nous permet derrière de regarder, quand on a un document d'urbanisme qui est soumis à un avis de la clé, est-ce que dans les zones qui vont être urbanisées dans les années à venir, il y a de la zone humide? Et si tel est le cas, comme c'est une disposition de mise en compatibilité, donc le document d'urbanisme se doit d'être compatible avec le SAGE, si on a une zone humide sous une zone qui est prévue à l'urbanisation, alors effectivement, on peut expliquer que le document d'urbanisme n'est pas compatible avec le SAGE et nécessite donc de se mettre en compatibilité. Donc, travaille avec le porteur de projet derrière pour savoir comment travailler ce sujet, décaler la zone à urbaniser ou voilà, sur un autre site éventuellement disponible ou travailler sur la notion d'évitement dans le projet urbain, si possible évidemment, des impacts sur ces zones humides. Un autre exemple sur des données que l'on fournit parce qu'on les a produites et qui nous permettent aussi de travailler avec les documents d'urbanisme locaux. Ça, c'est un exemple de données qu'on a produites. Alors, c'est des données qu'on a produites sur le sage Adour-Amont, également sur le sage Midouze, où il y a des enjeux d'érosion des sols importants.
et où donc on a mené des études pour essayer d'identifier des zones à enjeu d'érosion. Vous voyez là les risques de très faibles, faibles jusqu'à très forts, les niveaux d'aléa érosion sur les territoires. Et donc, par exemple, dans le sage d'Ouramont, on a une disposition de mise en compatibilité. Donc, les documents d'urbanisme locaux doivent prendre en compte les contraintes spécifiques des zones d'érosion diffuse qui sont identifiées dans le sage et ils doivent identifier tous les éléments topographiques, paysagers et les préserver, les prendre en compte, les préserver afin qu'on puisse limiter et travailler sur ces enjeux d'érosion notamment. Euh, Encore une fois, quand on travaille avec un document d'urbanisme ou que la clé va émettre un avis sur un document d'urbanisme local, lorsque les données érosion ne sont pas considérées, n'ont pas été intégrées, et lorsque les enjeux et ces dispositions-là ne sont pas respectés, alors il y a nécessité que le document d'urbanisme local se mette en compatibilité avec le SAGE. Un autre exemple, on a produit dans le cadre du SAGE à Douramont, on a mené une démarche il y a quelques années d'espace de mobilité de l'Adour. Espace de mobilité, c'est différent de la notion de zone inondable. C'est vraiment un espace dans lequel on admet que le lit de l'Adour puisse se déplacer, divaguer, éroder sans qu'on intervienne. Donc, on a, par une démarche d'études dédiées et d'animation dédiée il y a déjà pas mal d'années, euh, établi quel était l'espace de mobilité de l'Adour sur un certain linéaire que vous voyez apparaître en orange sur la carte. Et donc derrière ça, on a une disposition de mise en compatibilité, encore une fois, dans le SAGE, et on a même une règle dans le règlement du SAGE à Douramont qui vise à renforcer juridiquement cette démarche de restauration de l'espace de mobilité, où donc en fait la clé demande qu'aucune installation ou nouvel enjeu soit autorisé dans le périmètre de l'espace de mobilité, qu'aucun financement public ne soit accordé pour la protection des berges tant qu'on n'est pas à la limite de cet espace de mobilité, et puis euh, que quand même la protection de certains points durs bien identifiés soit mise en œuvre. Et donc là, ce qu'on demande aux documents d'urbanisme locaux, c'est que pour assurer la pérennité de cette démarche, l'espace de mobilité admis doit être identifié dans les documents d'urbanisme locaux et eux-mêmes ne doivent donc pas prévoir d'installer de nouveaux enjeux dans ces zonages-là. Autre exemple de données qu'on est susceptible de fournir, alors ça, ce n'est pas forcément des données que l'on produit nous, mais on centralise tout type de données, hein. On a un observatoire de l'eau du bassin de l'Adour, un de nos services qui est dédié à ça, hein, la centralisation, compilation et mise à disposition de données sur l'eau au sens large. Donc là, on parle plutôt zone inondable, avec un exemple sur le SAGE Mi-12, où effectivement, on a dans le SAGE des cartographies de zones inondables et où une disposition de mise en compatibilité, encore une fois, nous permet de travailler ce sujet. Alors là, plus sous l'angle de la limitation de l'imperméabilisation des sols et où on demande aux documents d'urbanisme locaux, notamment, de respecter un objectif de limitation de l'imperméabilisation des sols et donc de travailler sur ce sujet. Alors là encore, on ne donne pas exactement la manière de faire, mais en tout cas, ils doivent respecter cet objectif-là et être compatibles avec cet objectif. Donc, ils vont travailler sur les enjeux de l'imperméabilisation, mais aussi de la gestion des eaux pluviales, etc. Donc, selon comment ils le traitent, nous, on est en capacité de dire derrière par une analyse technique et puis les avis des instances des sages, est-ce que le sujet de la manière dont il est traité dans chaque document d'urbanisme, est-ce qu'on est en compatibilité avec les sages ou est-ce que ça nécessite d'aller un petit peu plus loin? Voilà un petit peu sur les fournitures de données. Ça, je vous en parle parce qu'en fait, c'est vraiment par ce biais-là et par le fait qu'on a produit de la donnée ou centralisé de la donnée et qu'on la remet à disposition des documents d'urbanisme locaux que derrière, en fait, on est sollicité de plus en plus tôt dans le cadre de ces documents-là pour pouvoir les accompagner pour intégrer effectivement ces enjeux-là. On a aussi produit de la donnée ou compilé de la donnée sur d'autres sujets, hein. Je les ai listés là, je ne vous montre pas forcément tout. On a de la donnée boisement rivulaire sur certains secteurs, de la donnée sur l'assainissement non collectif, sur les plantes exotiques envahissantes, etc. Ça, c'est la fourniture de données, encore une fois, qui nous permet vraiment d'accrocher en quelque sorte, hein,
le travail des porteurs de documents d'urbanisme locaux. Quand idéalement on est sollicité tôt, voilà, on essaie de les accompagner dans une démarche de plus en plus développée. Alors, dans cette mission Eau et Urba, d'ailleurs, entre parenthèses, mission Eau et Urba comporte dans le cadre des sages, évidemment, du fait de l'opposabilité des sages aux documents d'urbanisme locaux, mais on essaie aussi de développer cette mission sur les territoires où il n'y a pas encore de sages à l'échelle du bassin de l'Adour. Donc là, c'est un peu plus compliqué, on est peut-être moins identifié, on n'est pas toujours sollicité, évidemment, mais ça arrive quand même, sachez-le. On a des acteurs locaux qui entendent parler, qui sont dans un début de démarche d'élaboration d'un document d'urbanisme et qui finalement souvent, c'est les premiers contacts sont techniques, hein, sont intéressés pour venir récupérer notre donnée et puis bénéficier de notre accompagnement pour intégrer les enjeux de l'eau. Donc, on déploie cette mission Urba plus largement à l'échelle du bassin de l'Adour. On a développé, alors là notamment sur les périmètres de sage, des guides thématiques. Donc il y a un guide urbain, vous pourrez éventuellement, si ça vous intéresse, le voir sur notre site internet euh, également, hein, donc des guides d'urba plus spécifiques aux sages sur comment assurer la compatibilité des documents d'urbanisme avec les sages. On a des guides plus spécifiques, par exemple un guide pratique concernant l'érosion des sages, là, avec l'érosion des sols, avec un exemple sur le sage Mi-12. On a des rapports d'études, là, je vous ai mis un exemple sur une étude intersage sur l'assainissement non collectif qui permet un petit peu de comprendre un petit peu les enjeux de l'assainissement à l'échelle intersage, voilà, des choses comme ça. Donc on essaie de développer des guides thématiques. Bon, les guides thématiques seuls, ça fait pas tout. On sait que les gens vont pas forcément les ouvrir, les lire, les comprendre et les intégrer, voilà. Donc l'accompagnement derrière, il doit se faire aussi par du contact un peu plus direct. Ce qu'on essaie de faire depuis assez récemment maintenant, puisqu'on essaie d'étoffer au fur et à mesure cette mission eau et urbain, plutôt que d'attendre d'être sollicité d'une manière ou d'une autre par un doc d'urbanisme, on essaie d'être un peu plus proactif. Donc là, on se met en lien soit directement avec le local, soit avec les services de l'État qui eux-mêmes instruisent les documents d'urbanisme locaux pour essayer d'avoir un peu l'actualité sur les territoires de où en sont les différents documents. Euh, et quand on a écho de documents qui démarrent leur processus d'élaboration, de révision, depuis quelques mois seulement, on essaie d'être proactif et d'écrire des notes d'enjeu. Alors, ce pas des notes d'enjeu comme le fait l'État, c'est plus spécifique eau, un peu plus complémentaire. euh, enfin, complémentaire, je vais plutôt dire des notes des services de l'État. Et puis, on essaie de faire des notes d'enjeu assez pédagogiques sur comment intégrer les enjeux de l'eau. Parfois, donc là, les notes d'enjeu, elles vont travailler des sujets de manière très transversale. On va parler changement climatique. Aujourd'hui, on a vraiment aussi, on insiste fortement sur les documents d'urbanisme locaux, sur l'enjeu de prendre en compte une vision un peu plus prospective. On va parler petit cycle, eau potable, assainissement, on va parler érosion des sols, zones humides, cours d'eau, boisement, espèces exotiques envahissantes, gestion d'eau pluviale, inondation. C'est très large ce dont on peut parler. On essaie d'adapter à chaque territoire les spécificités en fonction de à qui on écrit cette zone d'enjeu. Parfois, on va avoir quelque chose d'un peu générique. Mais parfois, quand on a de la donnée ou on sait qu'il y a de l'enjeu un peu local, on va aller illustrer dans la note d'enjeu par de la donnée, de la carte spécifique au secteur, etc., etc. Ça permet qu'ils reçoivent ça très en amont et ça permet de un peu plus favoriser le fait qu'ils prennent en compte vraiment ces sujets-là dans leurs documents. Ensuite, on fait de la pédagogie tout au long du processus. Alors, quand on est animateur de sage ou quand on est membre d'une clé, on a cet enjeu et ce regard avant tout qui est sur est-ce que le projet ou le document est compatible au sage. Mais on va quand même un petit peu plus loin. Évidemment, ça reste l'entrée principale. Est-ce que c'est compatible ou pas au sage? Mais malgré tout, et surtout quand on travaille techniquement, on essaie vraiment de travailler les choses au sens plus large. Donc, au-delà d'aller les voir pour leur dire il faut que vous soyez compatible au sage, oui, non, vous l'êtes, c'est aussi de leur expliquer un petit peu l'enjeu un peu plus en avant. Je prends un exemple, sujet des zones humides, qui est un sujet très récurrent dans le cadre des sages et avec l'urbanisme. Euh,
quand on leur dit qu'il faut préserver les zones humides. Évidemment, il faut qu'ils les préservent parce qu'il y a toujours un enjeu de compatibilité au sage. Mais on essaie pas de leur expliquer pas que sur cet angle-là. On essaie de leur dire, en fait, si dans votre planification et votre zonage, vous n'évitez pas dès à présent la zone humide, c'est quand vous serez en mode projet que vous allez rencontrer des difficultés, que vous allez avoir des dossiers réglementaires lourds à faire, que vous allez avoir une démarche éviter, réduire, compenser lourde à faire. Et que si vous arrivez euh, à un besoin de compensation, quand on entre en compensation, on est sur un sujet extrêmement compliqué qui peut être fastidieux, long et coûteux pour la collectivité ou pour le porteur de projet. Donc, on essaie vraiment de leur expliquer que si vous ne gérez pas l'enjeu maintenant, vous aurez à le gérer plus tard et de manière possiblement encore plus compliquée. Et puis, on leur explique aussi au regard de la réalité de l'enjeu, c'est-à-dire que là, vous avez un projet qui risque de s'implanter dans une zone humide. Une zone humide, c'est une zone d'accumulation et de flux d'eau. Donc, pour l'aménagement que vous allez y faire, vous avez de toute façon un enjeu localement. Vous risquez de rencontrer des difficultés au moment où le projet sera réalisé. Peut-être d'inondation, peut-être autre, peut-être d'inondation localement ou reporté sur les secteurs aval au projet. Voilà, il y a une réalité d'enjeu. On ne vient pas juste vous embêter parce que le SAS c'est réglementaire et qu'il faut que vous soyez compatible. On vient vous embêter, entre guillemets, parce qu'il y a un réel enjeu à éviter ces zones-là, y compris pour la pérennité de votre projet. Quand on accompagne les porteurs de projets, enfin, il y a l'enjeu de la compatibilité au SAGE. Dans un SAGE, il y a des dispos de mise en compatibilité, il y a des règles. C'est sur ces sujets qu'il y a le plus de focus vis-à-vis de la compatibilité. Pour autant, on va regarder l'ensemble des thématiques hein, sur ces sujets-là, donc au potable assainissement, tout ce que je vous ai dit. Également, un sujet qui devient important et sur lequel notre vigilance grandit aussi, c'est les enjeux liés aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, on est un peu entre développement des énergies renouvelables. Certes, c'est une politique nationale qui doit être mise en œuvre, OK, mais une politique de préservation de l'eau, des milieux aquatiques, des zones humides. Et parfois, on rencontre des zones de friction entre ces deux politiques. On va parler par exemple développement du bois énergie et préservation de boisements rivulaires le long des cours d'eau. Voyez? On va parler de déploiement d'hydroélectricité et de continuité écologique. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des sujets sur lesquels on peut interdire. Par contre, c'est des sujets sur lesquels on s'attache à expliquer, à sensibiliser et à éviter des pièges de maladaptation également. Et pour terminer, in fine, les documents d'urbanisme locaux sont soumis à l'avis des commissions locales de l'eau. Là, c'est vraiment le bout de la chaîne. Idéalement, c'est le bout de la chaîne. C'est-à-dire, idéalement, si c'est le bout de la chaîne, ça veut dire qu'on a fourni de la donnée, on a travaillé avec eux, on a essayé de les accompagner, sensibiliser et on devrait arriver à un avis où, a priori, on ne devrait pas avoir trop d'enjeux de compatibilité. Bon, ça c'est idéalement. En pratique, parfois, on ne voit rien passer avant et on a un avis qui nous est, un document qui nous est soumis pour avis sans forcément avoir pu travailler avec le porteur de projet. Ce qu'on fait quand on travaille les avis, on vérifie qu'ils ont pris en compte les données, on vérifie éventuellement la compatibilité aux objectifs et dispositions du SAGE. S'il y a des risques d'incompatibilité, ce qui arrive quand même régulièrement, on émet des réserves. Les avis de la clé émettent des réserves et ces réserves doivent être levées par le porteur de projet. Au-delà de la compatibilité au SAGE, on peut faire des remarques plus générales qui sont plutôt de l'ordre de la recommandation. On fait souvent des recommandations dans les avis des commissions locales de l'eau et ces recommandations qui permettent parfois, il n'y a pas de problème de compatibilité ou d'incompatibilité, mais on souhaite inciter le porteur de projet ou lui mettre un peu un regard sur certains sujets. Donc là, quand on en arrive là, les situations sont vraiment très variables. On a des documents d'urbanisme voilà, élaborés de manière très différente, avec des résultats très différents, et on peut avoir des documents d'urbanisme avec des enjeux bien intégrés globalement. On peut avoir des documents d'urbanisme où c'est parfois un peu plus faible. Et voilà, ça c'est vraiment le bout de la chaîne quand on en arrive à l'avis de la clé.
Donc voilà un petit peu, j'ai pas fait plus que ça aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer quelques exemples. Évidemment, c'est un vaste sujet, ça reste très transversal l'accompagnement qu'on fait. Et du coup, je pourrais éventuellement répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup pour toutes ces pistes d'action et ces leviers. On retrouve effectivement ce levier aussi dans le récent décret de décembre 2024 de modernisation des sages qui vise aussi à une meilleure intégration des sages dans les documents d'urbanisme aussi. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat et pas mal de réponses aussi. Merci Cécile. On y répondra, enfin, on aura un temps d'échange qui sera prévu juste après la présentation de Karine pour pouvoir mettre aussi en écho les différentes présentations. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Et du coup, Karine, je vous laisse partager votre écran. Karine va nous parler maintenant de la contractualisation comme levier pour assurer la traduction opérationnelle des stages et donc notamment leur pérennité financière parce que dans le cadre d'un contrat de rivière qui a été impulsé par un sage sur les pages Vior. Et Karine, vous avez la main. Je ne sais pas si ça marche pour le partage d'écran. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce que tout à l'heure, vous aviez des soucis de son. Nous, on ne vous entend pas parce que je pense que vous n'avez pas activé votre micro. Déactivé. Voilà, c'est tout bon. Ah, pardon. Voilà. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Je vais essayer de partager donc mon écran. Normalement, c'est bon. Hop. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous Oui, arrivez c'est bon, à il le n'est pas voir? dans la présentation. Ah, On voit plusieurs diapositives. bon. Est-ce Bon, que on voit très bien quand même. bon. Je vais essayer je vais rester comme ça parce que je ne suis pas forcément très douée avec ces outils-là, si vous me le permettez. Pas de problème. Bien, donc je suis ravie de prendre la parole devant vous ce soir. Avec une idée peut-être qui est de partir non pas sur des exemples, mais sur une réflexion qui moi, m'anime depuis quelque temps, puisque j'ai un petit historique quand même en termes d'animation de sages et de contrats rivière, puisque je suis sur la structure que je vais vous présenter rapidement depuis 25 ans maintenant. Donc, ce que je vous propose en termes de dérouler, hop, si ça veut bien, voilà, rapidement le territoire sur lequel je suis donc l'animatrice du SAGE, mais aussi du contrat rivière et aussi de la directrice du syndicat de bassin qui est en charge de l'animation de l'ensemble de ces outils. Donc, présentation du territoire, la gouvernance, comment elle s'articule, comment elle s'organise, des pierres angulaires qui sont quand même importantes de bien cerner dans l'articulation de ces outils. Et puis, qu'est-ce qu'apporte un contrat rivière par rapport à un sage et comment les deux outils peuvent être complémentaires. Voilà ce dont j'ai prévu d'aborder ce soir. Donc, le territoire du bassin versant du Vior, donc on est nous un petit sage aussi, hein, 1560 km². Le bassin versant du Vior est inclus dans le grand bassin Tarn-Aveyron, hein, donc plutôt piémont du Massif central. Et sur ce territoire-là, on a 85 communes, 3 départements, et c'est un territoire très rural, on est à 34 000 habitants. Hein. Donc, un territoire d'élevage, polyculture élevage. Je dis souvent en rigolant, on a plus d'animaux que d'habitants sur notre territoire. Voilà un petit peu pour le cadre. En termes de zone humide, on en a beaucoup entendu parler ce soir. On est un territoire très riche aussi le piémont du Massif central, bien entendu. Voilà. En termes de gouvernance aujourd'hui, donc le bassin versant du Vior, c'est exactement le territoire du Sage Vior et exactement le même territoire que celui du syndicat mixte du bassin versant du Vior, qui est aujourd'hui un EPAGE, qui nous permet de mettre en œuvre l'ensemble de ces outils-là. Donc l'EPAGE, c'est, je le disais, 14 PCI, avec la particularité sur notre territoire que dans notre EPAGE, nous avons aussi les structures qui prélèvent pour l'alimentation en eau potable. Donc on a 5 structures préleveurs distributeurs de l'alimentation en eau potable. C'est un syndicat mixte fermé, hein, donc qui ne comprend que des collectivités. Voilà. Et sur ce territoire-là, donc on a déroulé successivement 2 contrats rivières
Hein, vous le voyez à l'écran, un premier contrat rivière de 2000 à 2005, un deuxième 2008-2012. Ensuite, on a mis en place donc un sage avec un arrêté de validation. Ça a été relativement long puisque ça a pris plus de 6 ans aussi. Un arrêté de validation de ce sage en mars 2018. Et aujourd'hui, on a décliné un troisième contrat rivière qui est la déclinaison opérationnelle de ce sage. Et puis, on prépare la révision de notre sage sur le territoire. Karine, excuse-moi, Oui. on ne voit pas bien le passage des slides, c'est resté sur une slide. Ah, pardon. Hop, Est-ce que... Ouais, je crois qu'il y a d'autres personnes. voilà. Hop, c'est sur cet écran-là, pardon, que vous êtes. Voilà, C'est ça. Voilà. merci. Voilà ce dont j'étais en train de vous parler. Pardon. Donc, sur ce territoire-là, ce qui me semble important et ce qui m'amène à échanger avec vous ce soir, c'est vraiment, il me semble important que vous ayez en tête l'organisation et la gouvernance de ces projets-là. Aujourd'hui, un SAGE est bien entendu piloté par une commission locale de l'eau. Le SAGE, c'est un outil de planification, ça a été dit à plusieurs reprises. C'est un outil qui permet de définir des orientations, de définir collectivement ce qu'on veut pour le territoire en termes de gestion de l'eau. Mais c'est un outil qui n'est pas un outil d'application. Hein. L'outil d'application, derrière, c'est vraiment le contrat rivière. Donc, au niveau de cette clé, on va retrouver, ou du comité rivière, on va retrouver plusieurs collèges. Le collège des élus, le collège des usagers, dont les associations de protection de l'environnement, et bien sûr des représentants des services de l'État. Donc, on a en parallèle à cette organisation-là un EPAGE, un conseil syndical, un syndicat mixte. Celui-ci n'est composé que d'élus. Donc, on voit bien déjà la dualité entre les deux. Au niveau du conseil syndical, exclusivement des élus du territoire, et au niveau de la clé du sage, des représentants, des usagers et des services de l'État. Donc, c'est ensuite, bien sûr, le comité rivière ou la clé qui va définir les intentions. Le comité rivière, lui, va définir des programmes thématiques et des programmes territoriaux. Qu'est-ce que c'est que des programmes thématiques? On en a parlé ce soir. Hein. On a parlé de zones humides, on a parlé de Natura 2000, on a parlé d'assainissement, de ruissellement, de gestion des sols, etc. Ça, c'est des programmes thématiques. Et donc, le SAGE va dire, sur Natura 2000, sur les zones humides, on souhaiterait que le contrat rivière va dire, on va mettre en place une action pour accompagner la gestion des zones humides, par exemple. Et donc, on va avoir des travaux de restauration, de gestion de ces zones humides-là, par exemple. Donc ça, c'est des programmes thématiques. Et à côté de ça, nous avons des programmes territoriaux. C'est-à-dire que le SAGE peut définir un territoire, un sous-bassin, une zone particulière sur laquelle il y a un enjeu particulier. Je ne sais pas, par exemple, l'alimentation en eau potable. Nous, on a sur notre territoire un sous-bassin qui est vraiment le château d'eau du département et qui permet d'alimenter les trois quarts de la population du département. Donc, il y a un enjeu particulier en termes de disponibilité de la ressource et de qualité de cette ressource-là. Donc là, on va, sur un territoire particulier, identifier un enjeu et le contrat rivière va le décliner en action. Donc ça, c'est le cadre général. Mais la question qui vient derrière, hein, c'est qui finance et qui valide ce programme-là? C'est là où les choses, je dirais, mettent en évidence une certaine dualité et donc une certaine difficulté, hein, pour mettre en œuvre un SAGE et pour mettre en œuvre un contrat de rivière. C'est le fait que les décideurs, c'est la commission locale de l'eau, le comité rivière, mais le financeur, ça reste la collectivité, et donc ça reste, dans notre cas, l'EPAGE, le syndicat. Qu'est-ce qui fait qu'entre les deux, ça peut fonctionner? C'est éventuellement des élus qui siègent dans les deux structures, et dans le syndicat, et dans la clé et comité rivière, et bien évidemment la cellule d'animation, hein, qui est le rouage qui permet de passer de l'un à l'autre. Voilà, ça me semble important que vous ayez aussi ces éléments-là bien en tête, parce que parfois, dans le cadre d'un sage, on se dit, et quand on fait un état d'avancement ou un bilan de sage,
On se dit, ben, telle ou telle opération n'a pas avancé. Pourquoi? Parce que peut-être que derrière, la cellule d'animation a été confrontée au fait que ben, le syndicat ne souhaitait pas porter telle ou telle opération ou telle orientation. Et ça, c'est quand même un frein en termes de gouvernance, hein, à la mise en œuvre des actions d'un sage. Je pense que c'est un élément important et qu'il faut vraiment avoir en tête. J'ai entendu parler aussi tout à l'heure de sages qui n'intégraient pas la notion de sobriété, de diminution de 10% des volumes prélevés. Oui, bien sûr, il faut l'intégrer. Mais après, la question qui se pose, c'est comment le mettre en œuvre sur un territoire. Le sage n'a pas la possibilité d'imposer à un préleveur XY de diminuer ses prélèvements de 10%, par exemple. Donc, c'est toute la dualité entre on souhaite et on peut mettre en œuvre, on peut réaliser. Voilà. Et là, le rouage important, c'est bien le syndicat de bassin avec la cellule d'animation. Hein. Soit dit en passant, les animateurs des sages et des contrats rivières sont rémunérés par le syndicat de bassin. Voilà. Donc, on se retrouve, et c'est ce qui me semblait important de mettre en évidence, une difficulté, une complexité dans le passage à l'action. Et pourtant, ce passage à l'action nous paraît, nous, sur notre territoire, indispensable. Indispensable par rapport à plusieurs aspects. Le premier, c'est la dynamique de territoire. On sait tous que les clés parfois s'essoufflent et qu'il est difficile de continuer à mobiliser les élus, les usagers dans le cadre de nos instances. Le fait d'avoir en parallèle la possibilité de passer à l'action permet de conserver cette dynamique-là. Donc la complémentarité sage contrat rivière ou programme d'action, parce qu'il n'y a pas que des contrats rivières, hein, il y a aussi pas mal d'autres programmes d'action qui existent, je pense au PPG, entre autres, ça permet quand même de garder une dynamique de territoire et donc une dynamique aussi dans nos instances. Ça permet aussi d'identifier les freins et les difficultés qu'on va rencontrer sur le territoire pour la mise en œuvre. Et ensuite, si on fait un retour dans le cadre du SAGE, hein, de pouvoir prendre en compte ces difficultés concrètes et d'ajuster les dispositions et les règles qu'on va pouvoir édicter dans le SAGE. Donc, je pense que ces deux outils sont idéalement complémentaires sur un territoire pour pouvoir conserver la dynamique et se confronter aussi aux réalités de terrain. Hein, parce que on est tous sur des territoires qui sont des territoires privés et on sait combien la propriété privée en France, c'est important. Hein, donc, on ne peut intervenir sur des territoires, sur un terrain qu'à partir du moment où le propriétaire en est d'accord. Hein, c'est souvent ce qui blesse. Hormis, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, dans le cadre de certaines règles du sage, on peut arriver à faire passer un message de façon un peu plus forte. Voilà. Donc, c'est ces aspects-là, simplement, qui me paraissaient importants de porter à votre attention, la complexité de ce processus-là, et puis aussi le fait que c'est pas le sage et c'est pas la clé qui met en œuvre, hein, mais qu'elle simplement a la possibilité de tracer une route. Hein, voilà. Voilà, moi je souhaitais simplement aborder cet aspect-là. Je n'ai pas d'exemple particulier, je peux en fournir plein, hein, dans le cadre de notre sage, mais simplement vous alerter sur la gouvernance et l'organisation qu'on peut avoir sur les territoires et la complexité que ça donne en termes de mise en œuvre des actions. Ça peut générer des déceptions, des désillusions ou des incompréhensions. Et c'est vrai que je pense que c'est un élément important. Alors, sur notre territoire, on a des associations, bien entendu, de protection de l'environnement qui sont membres de la clé et avec lesquelles on travaille tous les jours, hein, donc des acteurs locaux et avec lesquels on a beaucoup échangé aussi sur les grandes, je dirais, thématiques des SFN qui aujourd'hui est mis sur le devant de la scène. Et ces acteurs-là ont bien conscience que c'est des choses qu'on met en œuvre, nous, au niveau des EPAGE, depuis de nombreuses années sur nos territoires, et qu'aujourd'hui, on les met sur le devant de la scène pour les promouvoir, et c'est fort bien. Voilà.
Voilà, moi j'en ai terminé. Je voulais juste attirer votre attention sur cet aspect-là. Voilà, Karine, pour merci. cette intervention et donc ces réflexions sur la gouvernance et la pérennisation des sages. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions et aussi beaucoup de réponses. Je vous invite à poser vos questions aussi directement en prenant la parole. Oui, je pense que vous allez pouvoir lever la main parce qu'on a un peu de temps. Et puis comme Bon, ça, on prendra les questions au fur et à mesure. Magali, vous levez la main. Oui, non, c'était juste pour témoigner de la difficulté de retraduire dans les documents d'urbanisme les objectifs des sages. C'est que moi, j'ai été élue et en charge de l'aménagement du territoire sur une communauté de communes de 62 communes. Et nous avions la particularité, en fait, d'être sur 2 agences de l'eau et 4 sages. Et quand il a fallu traduire les objectifs dans le document d'urbanisme, ça a été très compliqué. Pour un exemple, on a mis plus de 2 ans à faire le cahier des charges pour l'inventaire des zones humides, puisque chaque sage et les 2 agences de l'eau n'avaient pas les mêmes, en fait, les mêmes données. Et par exemple, au niveau de la cartographie, voilà, il y avait des exigences différentes et il a fallu plus de 2 ans pour faire, voilà. C'était juste pour témoigner, voilà, des fois, il y a des territoires où il est compliqué d'intégrer dans les documents d'urbanisme les, euh, les exigences ou les objectifs des sages. Voilà. Merci. Oui, effectivement, il y a des sages aussi plus ou moins grands et les frontières ne sont pas les mêmes hydrographiques et territoriales souvent. Je vois donc, il y avait une question de Sabine sur les. Donc, quand il y a un épage, est-ce qu'il y a toujours un clé et donc un sage? Donc, un épage peut porter un sage qui est gouverné par une clé. Ouais, c'est pas systématique, hein. C'est pas parce qu'on a un épage qu'on a un sage. Et c'est pas parce qu'on a un sage qu'on a un épage. On peut avoir un syndicat porteur, un EPTB qui porte, enfin, l'organisation est différente. C'est pour ça que le rôle de chacun me semble extrêmement important. Un épage, c'est une collectivité qui a sa propre conception et qui a sa propre liberté d'action. Hein. Le sage, lui, est plus un outil de planification et c'est un mini parlement de l'eau. Localement, il associe plus que des élus, il associe les usagers et les représentants des services de l'État. Mais ce n'est pas systématique, c'est 2 entités bien différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Cécile. Ah, Alors, merci pour vos interventions très complémentaires. Moi, j'ai une question qui s'adresse à vous trois. D'après vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire avancer justement la gestion de la ressource en eau de manière plus importante et plus rapide peut-être? Enfin, qu'est-ce que vous voyez comme levier que vous n'avez pas aujourd'hui et qui serait bien de pouvoir mettre en œuvre? Je veux bien. Je peux. Vas-y, Karine, tu as l'air inspirée. C'est un sujet qui me passionne. Je pense qu'il y a vraiment une difficulté. La première difficulté, c'est effectivement la dualité. Il serait peut-être intéressant de réfléchir à rapprocher les épages des clés et peut-être à l'instar des parcs, avoir des syndicats mixtes qui englobent aussi des usagers, qui englobent aussi des représentants de l'État, et ne plus avoir cette dualité-là, parce que quand on est animateur et qu'on doit réexpliquer au conseil syndical de son épage pourquoi telle ou telle opération est importante, et quand on a des échanges, il nous manque une partie des participants, et c'est difficile sur certains sujets. Mm, Après, de notre côté, c'est aussi intéressant pour les élus d'avoir leur propre lieu d'échange et de mm. débat, hein, euh, rien qu'entre élus. Donc, peut-être que la difficulté est double.
Mais je pense qu'il y a une première réflexion qui pourrait être de rapprocher les clés des conseils syndicaux et qui permettrait d'avoir, je dirais, quelque chose d'un peu plus euh, cohérent dans la stratégie qu'on souhaite développer sur le territoire et ensuite dans la mise en œuvre de cette stratégie-là. Et la deuxième chose, c'est le financement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les syndicats de bassin vivent essentiellement, en tous les cas pour nous, hein, peut-être que les EPTB ont d'autres ressources, mais les petites structures vivent essentiellement de subventions. Donc, on a tissé des liens avec l'agence de l'eau, bien évidemment, et on ne remet pas en question leur accompagnement, mais on est tous les ans sur la sellette. C'est-à-dire que tous les ans, on dépose des dossiers de demande de financement et tous les ans, c'est remis en question. Donc, en termes de lisibilité dans le temps, ces structures-là, elles peuvent être précaires. Je vous dis ça je dis ça depuis 25 ans, donc la précarité, elle est toute relative. Mais si c'est une possibilité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'assises financières suffisantes, souvent, au niveau des syndicats de bassin. Donc, c'est deux aspects qui sont quand même, je dirais, fondamentaux pour la pérennité de notre action, quoi. Alors, Marie ou Franck, peut-être vous avez des compléments. Oui. Alors, juste info, hein, les EPTB n'ont pas plus de moyens et plus de visibilité sur les Oh, c'est moyens. dommage. Voilà. Ça fait partie des combats que mènent les EPTB en Adour-Garonne notamment pour essayer auprès de l'agence de l'eau, de dire est-ce qu'on peut pas avoir une lisibilité pluriannuelle de vos aides plutôt que comme voilà, de renouveler chaque année des demandes, etc. Bon, bref. Moi, alors effectivement, les besoins de financement, ça c'est partout, c'est voilà, c'est infini, c'est évidemment. Je nuance un peu par rapport aux clés et au besoin de rapprocher les clés de la gouvernance des syndicats. J'ai pas tout à fait, voilà, j'ai pas autant que toi cet avis-là. Aujourd'hui, nous, on fonctionne plutôt bien entre le fait que les sages sont animés, pilotés, gouvernés par les clés et que le PTB, l'Institution Adour, n'en est que la structure porteuse. On joue assez bien avec cette dualité. Jouer pas dans un sens voilà, péjoratif, hein. On arrive, nous, animateurs, animatrices de sages, à être les animateurs et animatrices des clés, bien que rattachés à une structure porteuse. Le risque en fait de rapprocher une clé d'un syndicat, pour moi un sage en fait c'est le domaine de l'eau au sens très large et c'est le grand cycle, mais c'est le petit cycle. L'eau potable, l'assainissement, c'est travailler avec l'urbain, c'est travailler avec les industriels, les agriculteurs, c'est travailler avec... Voilà, tu vois, c'est extrêmement large. Donc, si on rapproche une clé une structure, elle a certaines compétences, mais elle les a pas toutes. Donc, nous, on est assez vigilant à ce que justement, on ne focalise pas le sage sur le grand cycle de l'eau et la GEMAPI. C'est la Voilà. transversalité qui vous importe. Voilà, on tient à cette transversalité et d'ailleurs sur des territoires à l'échelle du bassin de l'Adour, le bassin de l'Adour est grand, hein. Donc tu vois, nous on a une vision enfin, sur une vision plus large en termes géographiques. Et par exemple, ce que Madame Argentin évoquait en début de réunion sur le fait que par exemple sur le Gave de Pau, les élus locaux ne veulent pas de sages, c'est parce que les élus locaux en question sont rassemblés dans des syndicats qui gèrent la GEMAPI et ils disent, mais en fait, c'est géré, on fait ce qu'il faut, on gère, on fait la GEMAPI, Mm. tout va bien. Mais oui, mais sauf qu'en fait, sur le bassin du Gave de Pau, il y a des enjeux énormes en termes de changement climatique, en termes de ressources en eau, en termes d'eau potable, en termes d'urbanisme, de démographie qui grandit, en termes d'industrie qui viennent s'installer, en termes de tout ça. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on a un prisme où Et le ouais. GEMAPien nous dit, mais non, mais il n'y a rien à faire, on veut pas de sage, c'est géré. Sauf qu'en fait, ils omettent tout le reste de ce que peut travailler un sage. Tu vois? Mais Donc on c'est est... ouais. Et justement, je pense que c'est justement dans ces cas-là où c'est intéressant d'avoir d'autres personnes qui portent cette parole-là que l'animateur du sage. Et c'est là où on va inciter les débats et c'est là où on va faire comprendre à certains élus l'intérêt de travailler sur ces sujets-là, parce qu'un EHPAD peut aussi avoir de façon tout à fait
je dirais, en dehors d'un stage, hein, peut avoir un travail avec les porteurs de SCOT, avec les porteurs de PLUI. C'est tout à fait possible. On ne fait pas ça que dans le cadre d'un stage. Mais par contre, le fait de partager la parole et de l'avoir en commun, moi, me paraît important. Voilà. Pour Alors, inciter ces démarches-là. oui. Alors, on va passer la parole à Franck parce qu'en fait, il y a une question dans le chat aussi pour vous. Donc, vous pourrez répondre à la question que j'ai posée, mais il y a aussi une question sur quel outil vous avez utilisé pour prioriser les zones humides, quelle méthode? Et je suis également dans l'élaboration du PGSZH sur le bassin de la Seille, Bourgogne-Franche-Comté. Votre méthode m'intéresse, voilà. Et puis peut-être aussi répondre sur la question que je vous avais posée auparavant. Sur la première question, je partage ce qu'ont dit mes collègues. Pour vous donner les informations sur notre territoire, on a malgré tout nous, peu de soucis de dualité entre notre commission locale de l'eau et notre syndicat mixte qui après gère les questions de GEMAPI, parce qu'on a les mêmes élus dans la commission locale de l'eau qui siègent après au conseil syndical. Et pour l'instant, on n'a jamais eu de sujet où il y a eu un conflit entre certains sujets traités en clé et des décisions à prendre sur la mise en œuvre derrière. Effectivement, après, ce qui bloque, c'est l'aspect financier. Alors, il faut quand même relativiser. C'est quand même, on a la chance d'avoir l'agence de l'eau qui nous suit vraiment très, très bien pour pouvoir accélérer autant que possible nos opérations. Malgré tout, ça demande du temps, hein. Il faut à chaque fois, quand on va dans le concret de réaliser une action, d'améliorer les choses, ben, il faut voilà, faire des études, faire les dossiers réglementaires, trouver les financements qui correspondent, les mettre en œuvre. Tout ça, derrière, ça demande ben, du temps de personnes dans les structures. On ne peut pas non plus, en tout cas pour nous, démultiplier le nombre des personnes qui peuvent travailler. Donc voilà, c'est simplement qu'il faut savoir qu'il faut se donner du temps. On va faire un programme de restauration de zones humides, ça ne se fait pas en 2 ans, il faut peut-être 10, 20, 30 ans suivant les territoires. Après, moi, je rajouterais un sujet à ce qu'ont dit mes collègues, c'est les questions de solutions techniques. Parce que même si on a des idées de principe sur comment on restaure un cours d'eau, une zone humide, comment on améliore la qualité d'eau liée à des pollutions diffuses, eh ben, c'est pas si simple que ça de trouver la bonne solution. Et nous, à chaque fois, on a quand même la chance d'être tout proche de Bordeaux. Donc, on sollicite beaucoup des universitaires pour nous donner des bonnes idées. Donc souvent, on fonctionne par des tests avec des suivis, on voit ce qui marche, ce qu'il faut adapter et on améliore. Mais tout ça, ça prend du temps aussi, hein. Trouver les bonnes solutions techniques qui marchent vraiment, adaptées à un territoire particulier, ça peut mettre 5, 10 ans jusqu'à trouver, parce que voilà, on dit souvent, on restaure une zone humide, ça améliore les questions de qualité d'eau. Oui, mais quelle surface de zone humide est importante pour tel sujet, pour que ça soit réellement efficace à l'échelle de notre territoire? Mais ça, c'est la question et la réponse, ça met énormément de temps, hein. On voit, sur certains sujets techniques, il a fallu 10 ans avant de commencer à trouver les idées des bons ordres de grandeur de travaux à mettre en œuvre. Donc voilà, en tout cas, je rajouterai ce sujet-là. Après, pour revenir à la question sur la priorisation des zones humides, en fait, dans la phase de la révision du SAGE, on a surtout en fait croisé de façon qualitative les zones humides qui nous paraissaient importantes parce que de grandes surfaces en termes de zones d'expansion des crues. Donc ça, effectivement, on a pu un peu faire des calculs de volume stockable par rapport à ce qu'on a besoin vers l'aval. Sur les questions de qualité d'eau, c'était plus difficile, justement par rapport à ce que je vous disais. On n'avait pas trop d'idées par rapport aux pollutions diffuses qu'on connaissait, de savoir quelles zones humides on avait besoin de restaurer pour que ça ait un effet significatif en aval. Donc ça, on a tâtonné, mais on a globalement identifié les zones humides où potentiellement c'était faisable techniquement de faire en sorte que l'eau à nouveau se répande sur ces zones humides-là. Donc on a pu les identifier. Et sur la biodiversité, on s'est beaucoup appuyé sur les gestionnaires habituels de milieux aquatiques pour qu'ils nous disent, ben voilà, à tel endroit, il y a un souci de continuité latérale, tel endroit, c'était une belle frayère à poissons, elle n'existe plus, etc., etc. Donc voilà, c'était un peu des éléments qualitatifs qu'on a positionnés géographiquement. Et quand on a croisé à plusieurs endroits, plusieurs fonctions en même temps, ben on s'est dit, ben, cette zone humide-là, elle est stratégique, il faut qu'on fasse le maximum pour la restaurer. Et on a pu comme ça distinguer une dizaine de zones humides sur notre territoire. Toute la question. Merci. Je regarde les questions. Je veux faire une remarque quand même. C'est que
Là, nous avons des représentants de sages un peu exemplaires, avec des sages qui fonctionnent, qui sont très actifs. C'est pas toujours le cas, c'est ce que nous, on a comme remontée aussi. Et donc, le côté proactif de l'institution Adour au niveau des documents d'urbanisme, où ils sont très présents, y compris dans les constructions de SCOT en amont, en fait, il y a quand même des sages où ne se produit pas du tout. Il y a des sages qui se réunissent très peu. Et donc, il y a une grande inégalité, en fait, dans la qualité, on va dire, de comment on prend à bras-le-corps cette politique-là, indépendamment du fait que les documents, ils existent. Donc, c'est quand même des remontées que nous avons. Et je tiens à préciser sur les documents d'urbanisme que les contrôles de légalité ne sont pas si pertinents que ça, parce qu'il y a énormément d'échanges entre les services de l'État, les porteurs, et au final, le document final ne fait pas toujours l'objet d'un contrôle de légalité. Je vous dis ça sous couvert d'un directeur de DDT, faute de temps, faute de tout ça. Donc en fait, lorsque des documents sont un peu légers, ça peut passer tout à fait sous les radars, en fait, parce que ben voilà, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas le personnel suffisant. Et si on pointe pas, ou si c'est pas un projet qui va venir s'implanter sur une zone et qu'il y a des associations ou qu'il y a des gens pour s'élever contre, ça peut tout à fait passer sous les radars. C'est du possible, hein, franchement. Mm. Ou alors il faudrait que dans les sages se multiplient les salariés, mais c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Sabine qui a demandé si la population n'était pas intégrée. Donc, dans les clés, justement, normalement, il y a un collège dédié aux usagers. La population est représentée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En fait, moi, vous parliez des EPAGE. Donc, effectivement, vous travaillez en continu avec les élus. Et en fait, dans les clés, la représentativité des non-élus, elle n'est pas énorme. Et des usagers non économiques encore un peu faibles aussi. Et donc, c'est vrai que nous, les APNE, on a aussi l'impression parfois que il y a beaucoup d'élus qui se cooptent entre eux, qui sont tous dans les mêmes commissions et que ça manque de diversité de manière considérable, comme de parité d'ailleurs. Je ne sais pas dans vos sages, mais en général. Et donc, pour moi, c'est aussi une limite en fait. C'est une limite à l'ouverture sur certains sujets. C'est on retrouve toujours les mêmes élus, avec parfois depuis 25 ans. Et c'est quand même des gouvernances, les EPTB, à mon sens, très fermées, ou en tout cas les EPAGE, et les clés avec cette limite-là aussi, avec des doubles, triples casquettes parfois. Voilà, vous pouvez avoir un avis différent, bien évidemment, et réagir. Peut-être juste un retour d'expérience sur la durée, en fait. Je pense que c'est un peu normal. En tout cas, moi, j'étais pas là au tout début du stage, mais j'ai des comptes rendus pour voir que c'était aussi difficile et très tendu. Et il faut vraiment se donner du temps. Nous, ça fait voilà, 25 ans qu'on est dans une dynamique de sage. Et ça pèse quand même plutôt bien, quoi. Une fois qu'on a un peu plus, comme l'expliquait Marie, des informations de connaissances objectives pour un peu apaiser certains débats et que les gens ont pris l'habitude de travailler ensemble sur un sujet. Mais voilà, il faut peut-être des fois 10, 20 ans avant que la dynamique d'action s'enchaîne après avoir une phase où les gens se regardent un peu de travers et sont forcément pas d'accord au départ, quoi. Oui. Sachant que Ouais. sur certains sujets, le temps a beau passer, les accords ne se trouvent pas forcément non plus. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand même quand on anime un stage et quand on porte un stage. Enfin, une clé, c'est beaucoup d'acteurs, vous le savez, et c'est des acteurs aux avis très divers et variés et parfois très divergents. Et donc le sage n'est pas un projet idéal pour un territoire. C'est un projet consensuel pour un territoire. Voilà. Nous, on a ce rôle-là d'être entre tous ces acteurs-là
et de devoir trouver un projet et une planification pour le territoire qui va quand même être accepté. Voilà, on peut écrire les choses idéales, hein, mais si on sait que ça ne sera pas mis en œuvre, voilà, est-ce qu'il y a eu l'écrire? Voilà, est-ce que... Bon, bref, faut mettre en avant cette pluralité des acteurs de la clé. La plus-value première ou pas unique, hein, évidemment, d'un sage étant ce fait de mettre en dialogue les acteurs et de pouvoir avoir ce parlement-là sur un territoire. Mhm. Sabine, vas-y. Oui, moi c'est vrai que la question de l'eau, elle est très difficile à prendre par les élus parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui vont sur le reculoir. Il y en a même maintenant qui demandent de ne pas avoir des compétences hein, qui concernent l'eau, qui voudraient éloigner certaines compétences. Mais ce que je vois aussi, c'est que c'est vraiment fermé à la population, quoi. Est-ce on aurait accès au compte rendu, par exemple? Est-ce que, parce que finalement, si on a envie d'agir, si on n'est pas dans le comité syndical, ça d'emblée, si on n'est pas élu, mais si on n'est pas, s'il n'y a pas de sage, eh bien finalement, la population est complètement sortie. Or, je suis convaincue que les solutions, elles ne peuvent se trouver que très localement, avec comprendre ce que le PPG a décidé, ce que les techniciens rivières vont faire, et vraiment comprendre. Bon, moi, je suis dans le Tarn-Aveyron, ça s'appelle, oui, c'est ça, la commission territoriale Tarn-Aveyron, avec un déséquilibre quantitatif certain, des pollutions diffuses partout. Et que faisons-nous si on ne va pas avec les élus ne s'en sortiront pas tout seuls. Il faut absolument qu'ils mettent à contribution la population, quoi. Il faut vraiment. Et les élus, ce sont quand même pas des grands caïds de la com, quoi. Donc, comment faire? Et si on a envie d'aider, comment faire, quoi? Voilà. Ah ouais, je vois Karine que je connais depuis tant d'années. Ouais. Alors moi, je veux bien évoquer un peu ce sujet parce que c'est vraiment des questions qu'on s'est posées et qu'on se pose entre collègues animateurs de stage au sein de l'institution Adour, hein. C'est alors déjà, quand on anime un stage, on anime une clé, c'est déjà beaucoup d'acteurs, 50, 60, 70, ça dépend des clés. On essaie d'élargir la concertation dans le cadre de commissions géographiques, thématiques encore. On peut se retrouver avec voilà, vraiment des listes d'acteurs et de diffusion qui sont massives. Et comment associer le grand public, le citoyen, la population? Nous, aujourd'hui, on ne sait pas le faire pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pas notre métier. Quand il faut faire de la com grand public, nous, on essaie de faire des fois un peu de com sur les sages. On n'est pas bon parce qu'en fait, c'est pas notre métier, la com. Nous, on est plutôt dans des domaines d'expertise technique, etc. Il faut aussi du temps. On a fait un audit sur la communication des sages, bon, qui a conclu qu'on n'était pas très bon sur la communication grand public des sages et qui nous a expliqué comment il fallait faire. Bon, ben, à moyen constant et sans avoir de la formation ou du métier, clairement, on n'est pas bon. C'est pas mon métier, c'est pas le métier de mes collègues. Vous n'avez pas le temps. Et ensuite, euh, comment associer les citoyens sur des territoires qui parfois sont grands? Le Sage d'Oramont, c'est 4800 km², je crois, depuis qu'on a une extension de périmètre. Le Sage Minou, c'est 3500. C'est des grands territoires. Donc, associer la population, quand on veut le faire, on s'est renseigné, on a fait des retours d'expérience d'autres territoires qui essaient de le faire. Il y en a qui y arrivent, mais c'est en mettant des moyens, des personnes dédiées et un vrai fléchage voulu avec du budget et du temps derrière pour faire ça. Et voilà, on n'a pas forcément les moyens et les compétences pour le faire. C'est vraiment un sujet assez compliqué quand même pour nous de pouvoir aller là-dedans et de le faire bien en fait. Voilà. Voilà mon expérience, en tout cas de l'état de nos réflexions. Pourtant, l'Agence de l'eau a donné une grande contribution à la communication dans les PPG, dans Ouais. ce PPG, non? Alors, dans le cadre des PPG, alors là, je ne parle pas de nous. Pardon, Karina, Vas-y.
Je suis certains PPG à l'échelle du bassin de l'Adour, notamment ceux où ils essaient d'intégrer dimension zone humide, etc. Bon, la première chose qu'ils nous disent certains, c'est qu'ils ont du mal à mobiliser leurs propres élus au sein de leur comité syndical pour les sensibiliser sur des enjeux, par exemple zone humide, hein. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que l'agence de l'eau veut bien nous donner de l'argent que derrière, on sait quoi en faire et ça suit en fait, hein. On passe Et du temps, je vous assure, parfois à déployer du temps pour se dire on va faire un événement, on va faire quelque chose, on va essayer de communiquer, on va essayer de faire venir les gens pour qu'il y ait franchement vraiment pas grand monde, hein. C'est personne. un constat. On fait des flops, hein. On essaye, hein, mais on fait des flops, hein. C'est difficile pour nous aussi. On y a passé du temps, on essaye, on y met de l'énergie et au final, on est plus d'intervenants que de participants. Bon, c'est un peu décevant, mais c'est pas faute d'essayer. Voilà, sachez-le aussi. Voilà. Simplement, si vous me permettez de compléter sur ce point-là, nous, on s'est posé la question aussi depuis de nombreuses années. Et c'est là où je rebondis sur l'importance de la structure porteuse. C'est que nous, les pages viennent de valider depuis un an, là, un poste. Donc, on a créé un poste de communication qu'on partage avec un autre syndicat de bassin voisin. Donc, on a un mi-temps, en fait. On a un mi-temps d'une personne qui est formée pour faire de la communication. Donc, on développe, grâce à ses compétences, des sciences participatives. Je vous invite à aller voir sur notre site internet, hein, où on sollicite des contributions de la population sur la faune, la flore, les hauteurs d'eau, sur plein de choses. Mais c'est bien parce que, encore une fois, la collectivité porteuse du SAGE veut bien mettre les 50% restants, parce que l'agence de l'eau nous accompagne effectivement sur la communication. Mais si je peux dire les choses comme ça, c'est que à hauteur de 50%, hein, même si c'est déjà beaucoup. Les 50% restants, il faut que ce soit la collectivité qui porte le sage, qui les apporte. Et c'est vrai que bah, il y a tellement de choses à faire techniquement, hein, sur tout un tas de sujets. Vous parliez, Sabine, tout à l'heure de la ressource, de l'aspect quantitatif. C'est des sujets aussi qui sont hyper poignants sur nos territoires. Donc la communication et la sensibilisation de la population locale, malheureusement, c'est pas une priorité, hein. On arrive à dégager quelques moyens, mais c'est vraiment euh, déjà en mutualisant et puis aussi avec, je dirais, en forçant un peu nos collectivités sur ces sujets-là, quoi. Parce que même si on arrive à créer des événements, effectivement, je rejoins ce que tu disais, Marie, ben, la réussite n'est pas forcément toujours au rendez-vous, quoi. C'est ça. Voilà. Alors nous, on en arrive à se demander si c'est à nous et notre rôle de communiquer. Il y a d'autres types de structures, des associations locales, etc., dont c'est le métier, qui font de la sensibilisation, grand public, scolaire, etc., et qui le font bien. Et nous, on est en tout cas nous, je dis Institution Adour, hein, on est dans une démarche d'animation technique, d'expertise, mécanique des sages, aspect juridique. Pour l'instant, on a fait le focus sur ça et on n'a pas encore effectivement déployé de moyens spécifiques communication, sensibilisation. On n'est probablement pas le bon exemple et pour le coup, il y a des sages qui le font beaucoup mieux. Je pense à au sage Ouais. Nesté-Rivière de Gascogne qui ont choisi de vraiment mettre le paquet sur ça avec du temps d'animation dédié et qui le font mieux. Voilà. C'est des choix. En fait, c'est des choix financiers parce que il y a deux grands. Il y a la Haute-Garonne qui avait fait un panel citoyen sur les projets de territoire et sur les sages, mais avec vraiment des financements importants. Et le sage Nest Rivière de Gascogne a mis en place une commission nationale du débat public simultanément qui a permis aussi de mobiliser les gens. Et clairement, il y avait des postes dédiés. Donc, il n'y a pas de secret. S'il n'y a pas un dimensionnement financier derrière, surtout sur des sages qui sont extrêmement grands, on peut rien faire, ça c'est sûr. Et donc une volonté politique, hein. Bien sûr. Mm. C'est la base. Mm. Ben, il n'y a plus de questions, je crois. Alice, tu peux peut-être. Pas dans le chat en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir. Sinon, ben, merci beaucoup pour vos interventions et du coup, c'est très riche échanges aussi. On a un prochain webinaire qui sera un peu plus l'échelle supra, donc sur les SDAG
et la loi sur l'eau en visio aussi, donc ce sera le 13 mai. Vous aurez dans le diaporama et les supports qu'on vous enverra les différents liens pour s'inscrire. Il y aura d'autres webinaires qui seront aussi proposés. Et aussi dans le cadre d'une campagne Sentinelle de la haie qui est déployée en ce moment, des webinaires sur les ripiciles, en lien aussi avec l'eau. Donc, on vous enverra tous les liens pour vous inscrire. Euh, Merci à tous et du coup, on va clôturer ce webinaire. À très bientôt. On vous tiendra informé des prochaines dates.